Bonsoir à tous les amis, quel plaisir de vous retrouver après cette 9e journée de Ligue 1 et ma foi encore bien divertissante, beaucoup de matchs avec des choses à dire, ça se resserre encore une fois en haut du classement, le PSG qui récupère la tête, la victoire au buzzer de l'OL, Marseille qui chute à Lens, Lille qui met un carton et du coup qui rejoint un petit peu ce beau wagon, même Nice, Nice qui enchaîne 2 victoires de suite et qui est 8ème, Nice qui fait bon encore une fois un parcours, ils font un parcours en Europa League, je ne saurais pas quel terme employer, mais en Ligue 1, encore une fois, ils sont en première partie de saison. Ils vont peut-être pouvoir encore, à chaque fois, retrouver la Coupe d'Europe. Pourquoi faire, on ne sait pas. Mais au moins, ils sont présents. En tout cas, j'ai passé un bon week-end de foot. Franchement, c'était assez, ma foi, plaisant, divertissant. Et encore une fois, je me suis posé devant le Classico. On est bien quand même avec notre Ligue 1. Franchement, il y avait le multiplex à côté. Et entre la scène de dramaturgie du côté du Horizon Park, avec la nouvelle défaite du Stade Rennais qui a essayé de revenir sur la seconde période, c'était pas loin, finalement ça l'a pas fait. La défaite d'Auxerre à la maison contre le Havre, Angers qui épate et tout. À côté de ça, t'avais notre Classico qui n'avait pas été dingue. Franchement, la première mi-temps, j'ai bien aimé parce que t'avais des belles choses côté Real d'un point de vue individuel, mais sinon dans l'ensemble c'est un des classicos d'un point de vue technique, jeu, et même côté Barça, où il n'y a vraiment pas grand chose à dire. C'était assez décevant pour le match que beaucoup attendent à chaque fois. Et à côté de ça, écoutez, comme toujours, notre petite Ligue 1 qui se défend bien avec ses armes, le village d'Astérix qui résiste toujours à l'envahisseur, on ne sait comment, il n'y a pas de moyens, il n'y a pas d'argent, on a monté une chaîne à la va-vite, mais on a toujours des équipes sympas, on a des jeunes qui réussissent à nous éblouir et quelques recrues comme ce Afonso Moreira trouvé dans l'équipe B du Sporting. Alors peut-être qu'il marquera qu'un seul but cette saison, mais ce but à la fin, peut-être qu'il va être très important pour l'OL dans la course à l'Europe. Et c'est vrai que ça débloque 3 points. En plus, dans un match qui était compliqué contre Strasbourg, on sait que c'est pas simple de les jouer. En plus, tu as eu la blessure de Malik Fofana. Évidemment, je lui souhaite de vite se rétablir. J'aime pas trop les images, notamment de la cheville qui se tord. Et surtout, j'ai peur qu'il y a la cheville, mais aussi peut-être une torsion du genou qui est peut-être moins visible à l'œil nu. Mais vu qu'il y a la civière, vu qu'il se tient, parce que cheville, bon, peut-être à la limite, tu vois, tu peux peut-être avoir les soigneurs pour t'aider, mais là je me dis ça sent pas très bon pour notre ami Malik, donc j'espère qu'on le reverra vite sur les terrains. Et en plus j'ai tweeté, bon c'est vrai que l'attaque de l'OL, déjà qu'avec lui souvent c'est compliqué pour se procurer des occasions, pour avoir des situations. Sans lui on se dit que ça va être assez redoutable, et finalement t'as Morera qui te débloque ça, parce que c'est vrai que l'OL cette année, même si tout n'est pas parfait, même si on sait que l'OL ne gagnera pas tous ses matchs, même si on a bien conscience que ça se tient à un fil pour pas mal de rencontres, je trouve qu'il y a un vrai état d'esprit du côté de l'Olympique Lyonnais, que tu as un groupe. Vous savez, cette expression, le groupe vit bien, alors des fois on dit que c'est un cliché, c'est un poncif du foot, mais là pour le coup, pour l'OL, quand je vois les vidéos de groupe, quand je vois les vidéos d'entraînement, alors je fais pas ça pour toutes les équipes, mais l'OL, tu vois, j'aime bien regarder, tu sais, il y a le CM qui demande aux joueurs, c'est quoi ton film préféré, c'est quoi ton plat préféré, c'est qui le plus radin du groupe, et tu sens vraiment qu'entre eux, les joueurs, ils se taquinent bien. Alors il y en a qui vont dire c'est pour les caméras, mais j'ai le sentiment qu'à l'OL, ouais, c'est vraiment un groupe sain, et que finalement, Textor et le fait d'être passé très très proche du précipice, ça t'a permis d'assainir un petit peu tout ça et d'aller de l'avant. Donc ça c'est vraiment une très bonne chose pour l'OL, qui fait encore une fois un des gros coups de cette journée de Ligue 1. Autre gros coup en bas, Angers, je vois le message de Kenov qui dit Sidi Kilcherif et Prosper Peter, 18 ans pour les deux, ils sont à eux deux plus jeunes que Giroud et l'Arabie, ils ont crucifié Lorient. Angers, on a dit la semaine dernière que leur match contre Monaco était super intéressant, et que limite si on devait donner comme à la boxe une victoire au point, c'est eux qui auraient mérité de l'emporter, le SCO. Et ce soir contre Lorient, match direct contre un adversaire qui joue aussi pour ne pas descendre, je trouve qu'ils ont été hyper concluant. Franchement, Angers, chapeau, parce que il y a pareil, je parlais pas beaucoup de moyens, alors eux c'est vraiment le système D à l'arrache, et finalement une des recrues qui est arrivée ces derniers jours à Minsby, qui a fait un match assez épatant, qui a donné du fil à retordre dans la défense des Merlus. Et t'as également ces deux jeunes, et franchement du jeu, ce qu'ils proposent avec cet effectif limité, tu vois, Angers, je l'ai dit, ils peuvent descendre à la fin de saison, parce que finalement l'effectif il a quand même ses petites carences, mais dans l'état d'esprit,
par rapport à Metz, par rapport à Lorient, tout ça, je trouve que c'est eux qui proposent le plus de choses de manière pertinente, quoi. Donc chapeau au SCO. Mais évidemment, on va aussi revenir sur le début de saison du FC Metz et cette performance historique qu'on est en train de voir avec ce 6-1 et 2 points pris en 9 matchs. C'est dur en fait. On va faire toutes les vannes possibles, l'ascenseur, bravo à Metz pour son titre de Ligue 2 2026-2027, peut-être 2028-2029, sinon encore bien taquin. Mais sincèrement, au bout en fait, au-delà de l'équipe des joueurs, je pense surtout aux supporters, ça doit être tellement bizarre, quoi. Une année t'es bien, une année t'es dans le dur, tu souffres, mais en même temps une année c'est des matchs de prestige, c'est la Ligue 1, c'est le championnat où t'as envie d'être, l'autre c'est la Ligue 2, faut repartir au charbon, mais c'est dingue, quoi. Tu vois des choses, ça fait de la peine. Ouais, en plus t'as leur gardien qui sort sur civière, t'as des ratés chez Sabali qui, bon, je pense peut-être qu'il y aurait humain parce que voilà, il se l'emmène un petit peu avec la mimine, mais même des ratés, des trucs inconcevables. Mais le bilan comptable est ce qu'il est, mais dans le jeu aussi, c'est cata. C'est l'équipe qui, je crois, le tire le moins parmi le top 5 européens. Waouh, enfin, c'est dur, quoi. Et on en a vu des cancres en Ligue 1, mais ce Metz-là, je pense que pour l'instant, c'est un top 3. Et peut-être pas troisième, peut-être pas deuxième, quoi. C'est qui pour toi le meilleur gardien du début de saison? Pour moi, c'est Kofi. Ouais, Kofi, il fait partie, pareil, de cette vraie belle sélection. Je le mets bien là. Je pense que Risser, il est quand même costaud. Risser, je le mets là. Rouli, pas mal. Rouli, évidemment. Comment ne pas mentionner aussi le gardien. Attends, j'en perds mes mots. Anto Lopez, voilà, c'est celui que je cherchais. Anto Lopez, en vrai, il t'en sort beaucoup à Nantes. Et même si le bilan comptable n'est pas incroyable, il y en a au moins 3-4 qui sont pour lui. Mais c'est vrai que Kofi, en plus, je t'en souviens qu'à Lens, voilà, il n'a pas forcément eu sa chance sur la durée. On a récupéré Mathieu Ryan. Mais ouais, c'est vrai que Kofi Lopez et Risser, c'est peut-être les trois. Après, il y en a d'autres, comme on le dit souvent. Il y a beaucoup de gardiens en Ligue 1. On a la chance d'avoir un championnat où les gardiens s'expriment toujours très bien. Et Diouf, aujourd'hui, encore très fort. C'est vrai que Diouf, pour l'instant, il est dans mon équipe type. Peut-être qu'il y en a d'autres qui réussiront à me convaincre, mais je le dirai un peu plus tard, au moment de l'équipe type, à la fin du live. J'espère que vous allez bien. J'en profite évidemment pour vous saluer avec Thibaut, avec Groupie de Fut, Groupie de Pfut, Aopozzoro, des habituels comme Ninor, Valou PSG, Brandon, Sosochat, la modératrice, qui vous rappelle évidemment de vous abonner, de lâcher les petits likes, les petits commentaires qui aident toujours bien pour le référencement, pour soutenir, c'est ce qu'il faut. Ouais, Sofiane Diop, impressionnant. De toute façon, on va revenir comme d'habitude sur l'ensemble des matchs. Bordeaux ce week-end, écoutez, on continue notre parcours en Coupe de France. Moi, c'est une satisfaction. Vous connaissez mon affection, mon amour pour la CDF. Et j'aime beaucoup ce que je vois dans ces différents matchs. Et merci beaucoup à, oh là là, le pseudo Griad Marez. J'ai l'impression de retourner en 2015 quand je vois ça. Et Groupie de Pfut aussi, qui a lâché son petit prime. Donc merci les rois. Vous faites bien plaisir de soutenir la chaîne. Bordeaux, franchement, ça va bien. Bordeaux, c'était un peu menacé pour Irles il y a un mois. En gros, si ça gagnait pas et tout, il y avait un monde où après un match nul, je crois que c'était contre Poitiers. Non, attends, j'ai plus le calendrier en tête des Girondins. Ou alors c'est au Stade Poitvin qu'on a allé gagner et finalement qu'on est passé pas loin. En tout cas, ce week-end, ils sont allés l'emporter à Boulazac en Coupe de France, 3-0. On a encore marqué sur coup franc. Ça fait bien plaisir. Tu vois, là, j'arrive sur le calendrier et je vois encore des matchs de national. Donc, merci les gars de nous considérer encore parmi ce beau championnat. Mais malheureusement, les finances, pour nous, n'ont pas suivi. Donc, on se contentera évidemment d'être juste une équipe qui résiste comme elle peut dans ce redoutable championnat national 2. Au moins, j'évite le petit chambrage de Bruce habituel, parce que c'est vrai que quand Bordeaux perd, déjà que c'est dur, mais en plus quand tu perds en national 2, c'est vraiment pas évident. Mais ouais, on a passé 3 tours de Coupe de France, donc j'imagine que les primes de match
sont pas démentiels. C'est pas là où on va se faire le plus de beurre. Mais par contre, en championnat, on est revenu dans le top 5. Je crois que c'est ça, ouais. On est à 2 points. On est à 2 points de La Roche-sur-Yon. Donc tu vois, hop, je vous l'affiche ça. On est à 2 points de La Roche-sur-Yon, qui est leader. Et on les a battus le week-end dernier 3-0 et collectivement on a été très très beau. Et en plus, ce qui est drôle, c'est que le deuxième but qui est pareil très très beau dans l'utilisation du ballon, dans la finition, une deux touches de balle, c'est un but qui a tourné partout. Genre le but a été repris à l'étranger en Angleterre et les gens qui étaient là en commentaire, oh là là, comment ça se fait, Bordeaux joue en 4ème division, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah, si tu savais, mon ami Brian, qu'est-ce qui s'est passé depuis un moment? Malheureusement, je ne vais pas te raconter encore une fois l'histoire, mais il y a certaines pages à ouvrir et surtout comprendre comment on a pu en arriver là. Donc c'est vrai que la période récente se passe bien, on passe des tours. L'équipe, elle a l'air bien armée quand même pour lutter pour le top 3, mais je rappelle que, vous voyez, il y a un seul rond vert devant La Roche-sur-Yon. Il n'y a qu'une équipe qui monte. C'est vraiment le parcours dantesque, quoi. Et merci beaucoup à RCL Jérém pour le petit prime qui lance le petit train de la hype qui fait bien plaisir. Ouais, c'est ça, c'est Sheffield Wednesday, mais en pire, qui a toujours le même propriétaire. Ouais. Un club anglais, Sheffield, mercredi, qui a, ouais, je crois, 100 millions de dettes. Et du coup, le club a pris une pénalité de moins 12 points. Donc ça commence à casquer. Et genre les supporters, ils sont allés spontanément à la boutique de Sheffield pour acheter des maillots, des articles, pour essayer d'apporter un petit peu de liquidité dans le club. Mais c'est quand même, tendu pour eux. Donc ouais, Bordeaux, écoute, on est là. On est là. On va enchaîner, ouais, Choré, déplacement à Choré et réception de Locminé. Locminé qui est dernier et Choré qui est un peu ventre mou. Donc c'est là où ça peut se jouer, quoi. Ah, ils ont changé de proprio. Ouais, c'est vrai qu'ils voulaient racheter Textor. Enfin, c'est Textor qui voulait les racheter. T'imagines, tu passes d'un proprio qui t'apporte 100 millions de dettes et tu récupères le bon vieux Johnny. Attention. Ouais, Choré, ce sera René Gaillard. Et je sais que Lorient, ce sera Lorient B. Parce qu'évidemment, on va pas jouer Lorient les Merlus. Bah non, vous imaginez bien. Lorient B, ce sera au stade du Moustoir. Choré sera René Gaillard. Et je crois qu'il y a une autre équipe. Je me demande si c'est pas le FC Montlouis. Où ça sera à Tours, au stade de la Vallée-du-Cher. Donc Bordeaux va jouer dans des stades d'anciens de Ligue 1, Ligue 2. Donc ça fait toujours plaisir de pouvoir se déplacer. Peut-être pour les gens qui aimeraient avoir des cadres, voilà, assez sympathiques. Ça peut être aussi le divertissement. Les amis, on va y aller petit à petit. Évidemment, je sais que ce point National 2 vous passionne toujours. Mais on va aller, bien sûr, sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est notre bonne vieille Ligue 1. Encore une fois, franchement, on est à la 9e journée, alors c'est que le début, mais il n'y a que 4 points entre Paris 1er et Strasbourg 7e. Donc je trouve que après, il y a eu chaque journée, j'ai l'impression qu'il y a un choc entre des équipes de ce top 7. Donc ça se grappille des points, ça se reprend. C'est assez dur de tenir un rythme, mais tu vois, quand même, Lens, c'est dingue ce qu'ils réussissent à produire avec ces 4 victoires sur leurs 5 derniers matchs et 3 de suite, et tu sens qu'eux, ils sont sur une forme éblouissante. L'OM qui cale, qui avait tout gagné depuis le retour de la trêve de septembre. L'OL qui repart bien après finalement les défaillances contre Toulouse et Nice. Lille aussi, Lille qui avait un petit peu calé après la victoire contre Toulouse, qui avait pris 1 point sur 9 possibles, et qui là vient d'enchaîner 2 victoires contre des équipes à leur portée. Mais c'est là où aussi on attend le LOSC, c'est de pouvoir enchaîner. Lorsqu'on avait fait un drôle de match d'ailleurs en Europa League contre le PAOK, où défensivement c'était cata. C'est vrai qu'il aurait pu avoir penalty sur Fernandez Pardo, t'as eu l'étang qui s'en est pris à l'arbitre, tout ça. Et finalement, ils étaient pas loin de revenir avec Igaman qui met un doublé, André, tout ça. Et finalement, t'as pas ce 4-4, ce match un peu fou. Donc j'espère pour le top 8 en Europa, ça va pas leur coûter quelque chose parce que ce serait bien d'économiser 2 matchs. Mais en tout cas, en Ligue 1, en Europa, je trouve globalement, ils font le job et je le souligne. Monaco qui revient, voilà, Monaco qui a battu Toulouse, score minimal 1-0, mais qui sera, même si on a beaucoup de choses à chaque fois à redire sur Monaco, qui sera dans cette lutte. Et puis Strasbourg qui malheureusement n'a pas pris de points ce soir, mais qui reste à portée de fusil de ses équipes. Et à Strasbourg, on va revenir là-dessus immédiatement. C'est vrai que tu as un petit péché de jeunesse qui peut-être se retrouve par rapport à ce qu'on disait l'an dernier, que c'est une équipe qui est très intéressante, qui a des individualités
folle, qui a un bon entraîneur, qui est une équipe qui a progressé, qui maintenant peut lutter pour les places européennes. On se disait, est-ce que ce Strasbourg finalement peut aller chercher la Ligue des Champions? C'est vrai, quand tu vois la Ligue 1, tu te dis, bon, il y a Paris, il y a l'OM, il y a Monaco qui pouvait être ce troisième, mais on se rend compte que Monaco est une infirmerie colossale et ça va aller leur coûter quand même pas mal de points. Il faudra voir comme les Zakaria, Camara, etc. Ils reviendront. Et aussi peut-être un défaut au niveau de la finition, on reviendra là-dessus. C'est vrai que Monaco n'a affronté aucune équipe du top 4. C'est vrai que ce Monaco-là, n'est pas encore dans le vif du sujet niveau gros adversaires, parce qu'ils ont affronté Lille, ils ont perdu là-bas, mais ils ont affronté Strasbourg, ils les ont gagnés. Mais c'est vrai que tu vas affronter encore Lyon, Marseille, Lens, Paris. Ouais, ça peut être bien. Monaco-Lens dans 2 journées, ça va être sympa. Et d'ailleurs, je le redis, pour ceux qui ne sont pas au courant, on a une journée de Ligue 1, là, qui arrive. Quel bonheur. Dès mercredi, donc évidemment, on fera un débrief dès le mercredi soir pour revenir sur cette journée, sur cette 10e journée. Alors, les amis, ce sera un live particulier parce que finalement il y aura un multi à 19h, un multi à 21h. D'habitude j'ai le temps de voir les matchs, de prendre des notes. Là ce sera un peu peut-être plus concis, mais au moins on sera ensemble pour débriefer cette nouvelle journée. Ça va être intéressant de voir quelles équipes parviennent à enchaîner. Notamment tu vois les équipes qui n'ont pas de match tous les 3 jours, type Lens. C'est vrai que Lens ils ont peut-être un beaucoup à jouer quoi. Donc on va voir pour eux. Et on parlait évidemment, et après on reviendra aussi sur le bas du classement. Et c'est vrai qu'Auxerre 17ème, alors il n'y a pas encore le feu au lac, il n'y a pas d'urgence absolue, mais Auxerre, on l'a souvent dit, c'est une équipe avec des joueurs intéressants, j'aime bien le coach, il y a eu de belles intentions, mais le bilan comptable et même le match contre Le Havre, de ce que j'ai vu, c'est pas loin d'être leur pire performance dans les intentions, où je pense pas qu'ils aient lâché Pélissier parce que ce serait évidemment abusé de dire ça. Mais par contre, il y en a qui doivent se réveiller. À la JA, on a été souvent plein de louanges parce que c'est vrai qu'on a vu depuis le retour en Ligue 1 beaucoup de choses positives. Mais là, le match contre Le Havre, j'ai pas du tout aimé. Je trouvais qu'ils étaient un petit peu en dedans. Du coup, on va y aller sur ce OL Strasbourg, le choc de de cette 9e journée, avec bien sûr. Il s'est passé beaucoup de choses dans ce match. Je dois le dire que j'ai bien aimé la première période, avec beaucoup d'intention, ça allait vite d'un camp à l'autre. La deuxième, c'est un peu plus tendu. On sait que Vatelier, on l'avait vu à l'image, on l'a vu avec ce fameux match, c'était Lens-Lille, est un arbitre qui aime jouer. Est un arbitre qui laisse, beaucoup, des fois des fautes, des micro-fautes. Et je me demande si finalement ce soir c'était un contexte un peu plus tendu. Et est-ce qu'il n'aurait pas dû serrer la vis? Parce que j'ai l'impression que ça a déraillé, notamment en seconde période. Alors il y a cette action qui est hyper malheureuse parce que tu as une première faute sur Tolisso. Puis après tu as le tacle de Doucouré qui déchire Fofana. Et le tacle est hyper dangereux, il n'est pas maîtrisé, il est trop intense, il est un peu par derrière. Ça, vraiment, quand tu vois l'image de Malik Fofana, je pense que vous l'avez vu, je vais pas la montrer parce que déjà ça fait pas plaisir à voir. Fofana, t'as la cheville qui se tord, donc déjà t'as mal pour lui, et en plus t'as la civière. Je me demande si le genou tourne pas. Alors évidemment, mes études scientifiques se sont arrêtées en première, donc je ne me permettrai pas de faire un diagnostic comme ça à la va-vite. Mais ça sent pas très bon, donc j'espère pour Fofana, parce que c'est un joueur qu'on apprécie tous, même si c'est vrai, je trouve qu'il est orphelin cette saison d'un vrai gros neuf comme Mikotadze ou Lacazette. C'est un joueur qui, je pense, il aime beaucoup tourner ou apprécier avec ça. Mais ouais, c'est ça, j'ai eu mal pour lui, j'ai eu mal pour lui. Donc c'est dur à voir. Et finalement, cet OL, qui encore une fois n'a pas eu non plus... Alors niveau stats, je pense que ça va être pas dingue. Ah ouais. Alors le match était plaisant, mais finalement tu te rends compte qu'il y a 9 tirs en tout pour les deux équipes. 4 tirs, 2 cadrés pour l'OL, 5 pour Strasbourg, 2 cadrés. C'était pas évident. Tolisso a dit que c'était pas si grave. Bon, on espère qu'il reviendra. À mon avis, il reviendra après la trêve. Mais bon, tu pouvais craindre le pire, entre, comme tu vois, la cheville, une fracture, les croisés, tout ça. C'est difficile, quoi. Le temps de mer n'a pas aidé. Oui, évidemment, quand tu vois cette petite pluie, niveau des tacles. Après, je l'ai parlé de la nervosité, Fofana est quand même transporté à l'hôpital. Bon, on va attendre quand même d'en savoir plus, quoi qu'il arrive, pour son cas. Mais c'est vrai que cette nervosité, c'est à l'image de Tagliafico et Barco. Alors je dis pas ça parce que tu as 2 Argentins que tu mets au milieu des 22 acteurs,
ou des 21 selon le moment où tu prends le match. Mais c'est vrai que Barco, il aime dire ses fautes où il va la chercher presque, il tombe et il l'obtient. C'est vraiment Barco, il joue comme un mec de 35 ans en vétéran. Et Tagliafico avec Gueladoué où ça s'invective. Et Tagliafico quand il faut gagner du temps, quand il faut être par terre. Enfin, il y en a, ils aiment trop cette vie. Et c'est comme on dit, hein, c'est le type de joueur un peu comme Cucurella. Tu préfères les avoir avec toi que contre toi. Parce que sincèrement, c'est des poisons. C'est des poisons, et ils savent tellement bien jouer les coups et te rendre fou. Donc ça fait partie du jeu, hein, faut l'accepter. C'est un peu de vice, c'est pas évident à le faire, quoi. Ouais, Barco, c'est vrai que Barco nous a habitués à tellement de standards hauts depuis le début de saison qu'il est, voilà. Il est dans une note un peu basse ce soir, je suis d'accord avec toi, mais il est quand même impliqué sur ce fabuleux but. Le premier de Strasbourg, il est très bien exécuté et c'est ça qu'on aime chez eux, c'est cette qualité technique quand ça se projette assez vite avec Enciso, Barco, t'as un relais avec Panicelli, ensuite c'est Gueladoué qui est dévié, Panicelli, il voit le centre arriver, il réussit à faire ce déplacement qui est vraiment excellent et de la tête, et Panicelli, encore une fois, bah, c'est 9 buts en 12 matchs, toutes compétitions confondues, c'est son 8e en Ligue 1, et bah voilà, hein, on peut redire ce qu'on veut. On a eu beaucoup de débats déjà ici sur le modèle Bluco. On sait que pour l'identité strasbourgeoise, c'est un danger, c'est un péril. Je peux comprendre que les supporters, certains ultras, soient remontés. Tous ne le sont pas. On sait qu'il y en a qui acceptent comme ça. Mais c'est vrai que tu te dis que tu arrives quand même au niveau de la cellule de scouting à... Bon, c'est Chelsea qui carry ça, hein, mais quand tu vois l'arrivée de Panicelli qui arrive de D2 espagnol et qui immédiatement, au bout de 9 journées, est meilleur buteur de Ligue 1 dans un championnat. Alors certes, tu as eu beaucoup de blessés côté Paris Saint-Germain, mais tu as quand même une équipe vainqueur de Ligue des Champions. Tu as Greenwood qui en a marqué pas mal. Tu te dis que tu as des attaquants, de très bons attaquants à Lille. À Monaco, tu aurais pu en avoir, mais ils ont tous décidé de caler à peu près cette saison. Bon, l'OL est orphelin de ça malheureusement, mais c'est vrai que Panicelli, le rapport, que ce soit le transfert, que ce soit... Bon, il a coûté 20 millions d'euros, donc c'est pas rien, pas rien. Mais j'aime beaucoup son style, hein. Franchement, il est hyper énergique. Tu te dis que tu as perdu Emega sur blessure, qui reviendra après la trêve, je crois, et tu as ce gars-là pour le remplacer. Bah, franchement, chapeau, enfin... Tu te dis que tu peux voyager tranquillement avec un Panicelli comme ça qui est déchaîné. C'est vrai qu'il y a des individualités que j'ai pas reconnues. Bon, t'as Mamadou Sarr qui revenait une petite blessure. J'ai déjà trouvé un peu plus impérial. Mais finalement, Mamadou Sarr, c'est un 2005. Enfin, c'est assez jeune. Donc il y a des matchs où il peut faire peut-être de moins belles choses. Tu as Diegui Moreira que j'ai trouvé pareil en dessous. Moreira, j'ai beaucoup aimé certains de ses matchs, notamment au parc ou au global, son évolution l'an dernier quand il était piston latéral gauche. Et là, je sais pas si c'est le retour au parc OL, si elle lui a rappelé des mauvais souvenirs. D'ailleurs, bah, il y a quand même une action qui est pas anodine, c'est avec Tolisso, où voilà, il y a un petit contact. Tolisso, pareil, il a fait expérience, il en rajoute pas mal. Et je sais pas, Moreira se fait chahuter, j'ai l'impression qu'il répond. Donc peut-être que Moreira, il avait je pourrais dire des comptes à rendre, mais c'était peut-être un contexte particulier pour lui ce soir. Et l'émotion a pris le pas pour lui. Et sinon, bien évidemment, c'est Doucouré. Doucouré, on aime beaucoup ici, que ce soit son profil polyvalent, latéral, défenseur central, parfois au milieu, capitaine. Il est revenu un petit peu dans l'équipe après l'histoire de sa prolongation de contrat. Bah, ce soir, il est malheureusement, c'est comme Pavard, on va y revenir tout à l'heure, il est sur les mauvaises photos de famille. T'as le compte de son camp, t'as ce carton rouge, ce tacle qui est hideux, et il sort. Et ouais, je sais pas si Strasbourg aurait perdu ce match à 11 contre 11. Je pense que ça serait peut-être plus dirigé vers un match nul, mais c'est regrettable. Et Gueladoué, puisqu'on parle des individualités strasbourgeoises, bah Doué, propre, encore une fois, son match est vraiment bon. Lui, pareil, son retour de blessure est plus que convaincant. Et ce joueur, en fait, j'ai hâte de voir la prochaine étape. Est-ce que ce sera Chelsea comme beaucoup de joueurs de cette équipe? Est-ce que le Milan, même si je pense que pour le Milan, ça deviendra peut-être trop cher parce que c'est quelqu'un qui va continuer à prendre de la valeur. Paris, on en a tous parlé, mais lui, est-ce qu'il veut un rôle de doublure quand t'as le numéro 1 à ce poste qui laissera que des miettes, qui joue beaucoup? Et j'ai l'impression que Luis Enrique a déjà dit que remplacer Hakimi, il préfère limite voir un milieu de terrain que prendre un pur latéral droit. Donc
À voir, mais Galadoué en tout cas c'est quand même un des meilleurs joueurs à ce poste du championnat quoi. C'est toujours pareil, je trouve que ça manquera d'expérience au moment important de la saison. Bah, c'est là on les attend un petit peu pour progresser. T'as des joueurs qui prennent un plus un d'âge, t'as des joueurs qui sont arrivés. Encore une fois, hein, ce Strasbourg-là doit mieux gérer ses temps faibles. Et tu vois, temps faibles, par exemple, bah, il concède le penalty peu après l'égalisation et ce beau mouvement lyonnais avec c'est vrai que le but hein, on a dit que Doucouré est contre son camp mais par contre le but t'as quand même une super passe de Tessman, Fofana qui fait je vais pas dire n'importe quoi mais si vous regardez le contrôle et le centre c'est un peu bancal, on a connu mieux de sa part et finalement Doucouré qui vient couper pour la mettre contre son camp. Mais ouais, oui, Morton, la passe, elle est très très bien. Côté OL, qu'est-ce que j'ai aimé? Bah, c'est vrai que Morton, c'est un joueur, techniquement, tu sens qu'au niveau de la passe, c'est un des meilleurs dans son registre en Ligue 1. J'ai pas trop aimé le match de Maitland Nice, encore une fois, un petit peu nonchalant. Mata, qui s'est fait manger par... comment il s'appelle par Panicelli. Passe de Morton, pas Tessman. Non, je crois que j'ai dit Morton la passe, non? J'ai dit Tessman, pardon, j'ai confondu. Mais c'est bien Morton pour la passe sur l'égalisation lyonnaise. Désolé les amis. Mata, ouais, je trouve que pareil, il s'est fait avoir par Panicelli sur son déplacement. Défense de l'OL, mais finalement qui n'a pas concédé tant d'occasions. Et Griff, c'est pareil, hein, il n'a pas non plus une masse de boulot à faire dans ce sens. Sinon, que dire de plus? T'as la blessure de Fofana. On sait déjà que côté OL, t'as une attaque qui est limitée et tu vas pas pouvoir avoir énormément de joueurs, de situations, d'opportunités. J'ai l'impression que chaque action, chaque fois que tu rentres dans la surface pour l'OL, je peux pas dire que c'est une question de vie ou de mort, mais quasiment. Si tu dois capitaliser là-dessus, parce que t'as vraiment peu de marge par rapport à ton adversaire, par rapport à toi-même. Et on peut voir qu'il peut y avoir de temps en temps des solutions qui viennent du banc. Morera ce soir c'est génial l'histoire, le mec il a 60 minutes en Ligue 1, on commence à lui donner un petit peu de temps de jeu en Europa, il a marqué contre Bâle jeudi, tant mieux, là on fait l'appel à lui parce qu'il y a cette blessure, parce que bah, il faut trop débloquer la situation, et c'est vrai que le but, j'aime beaucoup la spontanéité de la frappe, et désolé parce que ça va rappeler un mauvais souvenir aux Lyonnais, mais dans la gestuelle, le timing et l'endroit où termine le ballon, c'est le but de Jonathan Rowe contre l'OL l'an dernier. C'est quasi un copier-coller en termes de frappe enroulée comme ça. Alors Rowe était un peu plus loin encore, il y avait, c'était à l'issue d'un contre, mais la frappe est tellement spontanée, en plus ça va à pleine lucarne, et c'est ça qui est impression, qui est pas mal je trouve pour cette OL là, c'est que bah, t'as des mecs qui de temps en temps peuvent réussir à avoir un éclair de génie, mais ouais, il faut capitaliser sur chaque match, chaque victoire. Et l'OL a quand même un bilan qui est hyper satisfaisant, je trouve. Je le redis, 18 points sur 24 possibles, je crois, pour l'OL. 18 sur 27, pardon. 27, on va aller refaire quelques cours de maths. 18 sur 27, mais je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui auraient signé pour ça, quoi. Enfin, vraiment, hein, même les supporters, tout le monde aurait dû y aller, quoi. Donc, ouais, c'est assez épatant de voir l'OL à cette place-là quand tu te redis que tu as été rétrogradé par la DNCG, que t'es pas passé loin de la banqueroute, que tu te posais beaucoup de questions, c'était quasiment, bon, bah l'équipe, allez, avec qui on va faire, c'est les mecs d'Alazub qui vont remplacer Cherki, Mikotadze, Fofana, on va faire une équipe de briques et de broc, et bon, tu as conservé quelques cadres, et cette équipe... Elle n'a pas de marge, elle peut à tout moment chuter, mais pour l'instant elle est encore à la lutte pour aller chercher une belle place européenne. En Europa, le bilan est juste excellent, 9 sur 9, donc avec un entraîneur qui encore une fois est à Fleury-Mérogis et qui va être libérable fin novembre, ça y est, on va pouvoir revoir Fonseca sur le banc d'une équipe de Ligue 1, et je pense que ça va faire un choc parce qu'on s'est été habitué un peu à Maciel en conférence, à beaucoup de prises de parole et à le voir sur le banc, mais oui, Fonseca va revenir un jour parce qu'il est temps, et non, cette équipe, faudra voir, parce que je sais qu'il y a le PSG qui va arriver avant la trêve, mais tu as déjà joué Lens, Marseille, Lille, t'as déjà joué Strasbourg, ça peut être intéressant
même Nice, hein, tu as joué Nice qui est 8ème, tu vas jouer pas mal d'équipes finalement de la deuxième partie de tableau, hormis Monaco et Paris. Donc ça va être pas mal de voir comment l'OL va s'en sortir contre ces équipes, parce qu'on a vu que il y a des matchs où tu t'en sortais parce que tu as pu dominer ton adversaire, mais t'avais pas non plus une quantité d'occasions type Angers. Il y en a d'autres où ça s'est renversé contre toi parce que tu t'es pas mis à l'abri, ou t'as pas les capacités de te mettre à l'abri. C'était le cas de Toulouse. Donc à voir, mais tu sais que tu as un déplacement à Brest, t'as un déplacement au Paris FC mercredi qui va arriver, et ça va être pas mal de voir l'OL dans ces contextes-là. Mais en tout cas, l'équipe avec cet effectif qui est restreint devant, qui est pas mal en défense, intéressant au milieu de terrain. Le duo Tessman-Morton, c'est quand même une satisfaction. Non, franchement, c'est pas mal. Ouais, c'est vrai que tu as joué tous les gros, hormis Paris et Monaco. Tu es à la 9e journée. Tu es quasiment t'es à plus de la moitié de la première partie de saison. Donc tu peux t'avancer assez bien. C'est vrai que la situation de l'OL, finalement, tu te dis que pourquoi pas. Alors, il faut avoir la blessure de Fofana, parce que je vous le dis, j'ai un peu peur. Même si lui, tu vois, il fait pas un début de saison incroyable, je pense que c'est lui qui souffre le plus du départ de Mikotadze, parce que avoir un 9 référent, soit pour tourner autour, soit pour céder de ses appels, soit pour le servir, j'ai l'impression que Fofana était quand même dépendant de ça, quoi. Le milieu de terrain, c'est notre force. La défense, on est obligé d'avoir une défense titulaire pour être solide. L'attaque, on transpire. Ouais, c'est un beau résumé. Ouais, c'est vrai que la défense, quand t'as Kluivert qui joue, t'es peut-être moins serein qu'un Niakate qui est un des meilleurs défenseurs centraux de Ligue 1 depuis la reprise. Griff qui a l'air d'être une belle prise. Et le milieu de terrain, non, c'est vrai que ça tourne bien, parce que Tessman, année 2, on voit beaucoup plus de choses. On avait senti un petit truc, mais peut-être qu'à ses côtés, Matic, dans le profil, c'était un peu trop similaire. Par contre, Morton, génial la recrue. Et lui, pour le coup, ouais, je pense que si à la fin de saison, on fait le 11 des surprises de Ligue 1, ou voire le 11 de Ligue 1 tout court, il y a un monde où Morton est dans cette équipe, hein, parce que ce gars-là, c'est assez fort. Et on se dit que l'an dernier, il n'a pas beaucoup joué avec Liverpool, il était avec les U23. Ce gars-là, c'est chaud, quoi. Panicelli devant. Dedans, Panicelli, en vrai, il y a un monde où Panicelli, si tu as besoin d'un vrai neuf, on peut le mettre dans ce registre-là. Ça, c'est clair, c'est clair et net. Allez, on va avancer. Prochain match, les amis. On va pas mal parler de ce OL Strasbourg. On va rembobiner le temps et aller à Jean Bouin vendredi soir pour ce PFC Nantes qui était intéressant, parce que le PFC avait perdu à Lens. Nantes n'avait pas gagné depuis un bon moment. La seule victoire de la saison, c'était contre Auxerre. Donc il y a deux équipes qui avaient besoin de prendre une victoire. Le PFC pour s'installer un peu plus dans ce ventre mou, Nantes pour se sortir de la zone rouge. Et est-ce qu'on n'a pas vu le début de quelque chose de pas mal de la part de Luis Castro, de ses idées, de son projet? Vous le savez, ici, on défend ce coach, on a envie de lui laisser du temps, de la patience, lui donner les clés du camion. Et je commence à voir un truc. Alors, évidemment, c'est pas le jeu à Nantes, c'est pas un truc parfait. T'as une belle base défensive, mais je trouve dans les intentions, dans l'agressivité, dans les sorties de balles, les projections, je vois un Nantes qui a eu de la personnalité contre ce Paris FC là. Paris FC qui malheureusement a, encore une fois, et je pense que Stéphane Gilly va pas apprécier, parce que c'est le défaut, c'est ce qu'il dit souvent dans ses conférences de presse, c'est que l'équipe, elle manque d'efficacité dans les deux surfaces, et qu'il y a la maîtrise, mais quand on arrive dans les 30 derniers mètres, on a tendance à faire un peu n'importe quoi. Et par contre, quand l'adversaire arrive dans les 30 derniers mètres, il y a trop de situations qui se créent, et là, ça peut évidemment se débloquer. Bien sûr, est-ce qu'on commence à parler du prix Puskás, parce que Mathis Sabline, il en a tenté des choses cette saison. Il en a eu des occasions. Il n'a pas marqué. Mais alors là, le but qu'il a mis, ça peut être son seul de l'année, mais ça peut être le but de la saison. Franchement, la frappe, elle est tellement limpide, forte. Entrée de surface, contrôle comme ça, boum. Je sais, il faut un réflexe de fou. Et Nkambadio n'est pas un mauvais gardien, mais il faut vraiment un réflexe de fou à la Neuer 2014 pour réussir à sortir. Encore, je trouve qu'elle est tellement... Enfin, la balle, je ne sais pas si on a eu la vitesse, mais pour moi, c'est plus de 100 km/h. Enfin, je trouve que ça va à une vitesse. C'est juste fou, quoi. Et que je vous dis,
ce but d'Ablin, on l'attendait, on se disait ah ça met du temps à tarder, comment ça Kita il en demande 50. Bah pour le coup je pense que ça c'est un but, ok, on se dit on voit clair dans ton jeu. Après on sait que pour Mathis Ablin c'était un contexte particulier, il souhaitait partir, finalement il est resté, il est un petit peu boudé, il a eu du mal à se remettre dedans, mais là pour le coup dans ce FC Nantes là il y a besoin d'avoir un Ablin comme ça qui se sort ce type d'inspiration, parce que sinon l'équipe aura du mal à voyager ou prendre des points à la maison. Et même l'Arabie, 38 ans, c'est vrai que je suis toujours épaté. On a vu le début de saison de Giroud qui était fort. Et l'Arabie, après Iago Aspas contre Nice jeudi en Europa League, la science et le savoir-faire des buteurs comme ça, des tontons, des mecs qui ont plus de 36-37 ans, les mecs qui ont de la bouteille et réussir encore à être des finisseurs. Et l'Arabie, c'est son deuxième but. À chaque fois, c'est des buts hyper importants. Et pour le coup, il sent tellement bien le coup. Entrée de surface comme ça va vite. Et non, ça déclenche pas mal. Franchement, j'aime énormément ce que je vois de la part de lui à 38 ans. Aujourd'hui, il est devant Mostafa, quoi. Bah ouais, je suis d'accord avec toi, Ninor, il le met. Il n'y a pas beaucoup de tergiversation à avoir, c'est légitime quoi. C'est ces agents qui ont voulu sortir alors que lui ne voulait pas forcément pour Ablin. C'est vrai. Après, on sait toujours comment ça se passe, déclaration d'agent, difficile d'interpréter le joueur. Moi j'ai quand même vu un joueur qui avait un petit peu le moral dans ses chaussettes et les entrées, notamment le souvenir contre le PSG, tu vois, c'était pas évident. Mais oui, on a parlé des buteurs, et par contre cette jeunesse nantaise, il y a un centre de formation à Nantes, il y a une vraie académie. C'est un club qui est historiquement formateur à Nantes, qui a sorti des joueurs de fou. Les Deschamps, les Makelele, les Carambeu, les Toulalan, les Payet. Il y en a eu beaucoup, hein, des joueurs passés par Nantes et qui ont éclos au fil des années. Et c'est bien de pouvoir remettre ça au cœur du projet. Je pense que Luis Castro l'a compris. Il y a eu cette très belle campagne de Youth League en 2023-2024 où l'équipe a atteint les demi-finales, sortie par l'Olympiakos. Et tu vois qu'il y a des joueurs qui ont des dépassements de fonction, qui ont des qualités techniques. Le match de Tyler Tati, 2008 les gars, on parle beaucoup de cette fameuse génération 2007, incroyable, les cracks, Yamal, Mora, Boadi, mais là c'est un 2008, c'est extrêmement jeune, à un poste où c'est encore plus curieux de mettre un gamin, parce que évidemment défenseur central, faut de la concentration, faut un petit peu d'expérience, faut savoir bien jauger les coups, faut s'adapter à son compère. Et Tati, on a vu des choses intéressantes depuis le début de saison. On se dit que le gamin, il a un gros potentiel. Mais là, c'est un match référence. Là, c'est un match où je me dis, ce gamin, il va pouvoir aller haut. Alors évidemment, certains vont dire culture de l'instant, tout ça. Mais 2008, quoi. Enfin, au bout d'un moment, t'es obligé de reconnaître l'évidence. Et ce que fait le gamin, c'est juste waouh. Franchement, le match de Tati, c'est une des perfs pour un jeune qui m'a le plus ébloui. Et c'est vrai que Louis Leroux, à ses côtés, très très bien en latéral gauche. J'aimais beaucoup Leroux au milieu de terrain, mais c'est vrai qu'on l'a déjà vu dans ce rôle un peu plus reculé. Il avait fait un match au Vélodrome l'an dernier qui était pas mal, et finalement Koza, c'est vrai que c'est pas assez bon pour l'instant, et je me dis que ce Louis Leroux là en latéral gauche, mais on l'a vu sur le but, le petit dépassement de fonction, la qualité technique pour la transmission, c'est bien. Et ouais, non, y a Guirassy qui a fait un bon match, lui aussi qui n'est pas récompensé dans l'efficacité, mais dans les intentions, c'est vraiment pas mal. Le petit Assoumani, excellent, j'aime beaucoup aimer ce que j'ai vu. Et pareil, Bamed Duff qui rentrait, le numéro 52, 2-3 prises de balles vers l'avant. Nantes j'ai eu peur que Nantes loupe le coche, parce que sur la fin, le match est un peu emballé et Paris FC a tenté de revenir. Et Nantes a eu vraiment 3 ou 4 situations de contre. Ils n'ont pas su aller jusqu'au bout, mais Duff était à l'origine de une ou deux d'entre elles. Je me suis dit, c'est vraiment pas mal dans les intentions, et c'est vrai que ce Nantes-là, il faut lui laisser juste du temps. Pour moi, je le redis, c'est essentiel d'être dans l'attente par rapport à tout ça, parce que ce Nantes, on sent évidemment beaucoup de choses. Alors c'est vrai que Assoumani, c'est plutôt Tabibou, c'est comme ça qu'on l'appelle, le milieu de terrain, tu vois, 2005, 20 ans, c'est jeune, parce que Leroux, c'est 2005, 2006, 19 ans. Louis Leroux, on le voit en Ligue 1 depuis quoi, un an. On se dit, bon, Louis Leroux, il a déjà 20 ans. Non, on te ramène cette réalité, c'est un 19 ans. Guirassy, 19 ans, c'est un 2006. En fait, c'est vrai que on réalise pas assez
à quel point cet effectif nantais, enfin, ce qu'on voit là, c'est jeune. Et qui dit jeune, c'est de la patience. Mais pour le coup, il faut laisser à Castro, son staff et cet effectif le temps de se développer. On a vu des choses où ils sont passés à côté, des matchs où c'était pas satisfaisant, la semaine dernière contre le LOSC. Mais le match contre le Paris FC, ça peut donner un élan. Et même, il y a le petit Dabo qui arrive, c'est vrai, que j'en ai entendu parler. Et ouais, comme tu le dis, Jérém, je suis d'accord avec toi. J'ai évoqué le terme patience avec le FC Nantes qui est détenu par un certain Valdemar Kita qui a tendance à appuyer sur le bouton rouge assez vite. Donc, faudra voir. Mais on l'avait dit pour ce Nantes-là, ce qui est intéressant, c'est que tu as eu un gros calendrier assez tôt, mais tu vas avoir les matchs de ton championnat qui vont arriver là, petit à petit. Voilà. Bon, tu as Monaco qui arrive mercredi. Ils peuvent faire un résultat. Pour moi, ça peut accrocher cet ASM-là. Ensuite, tu as Metz, tu as Le Havre. Et après, la trêve, tu reçois Lorient. Là, tu as 3 matchs où tu dois te mettre à l'abri, où tu dois montrer un peu plus de trucs dans le jeu, continuer à intégrer des jeunes. Et après cette séquence, on refera un point. Mais je suis persuadé que Nantes peut réussir à se maintenir en Ligue 1 et surtout, au moins, avoir ce projet clair et net avec ces jeunes-là. Je pense que c'est un objectif. C'est un objectif. Donc, non, franchement, j'ai été assez emballé parce que c'est une équipe que j'ai envie de suivre. C'est un coach Castro. En plus, Castro, à Dunkerque, le début, c'était pas non plus royal de mémoire. Le Nantes de Castro, ça n'a pas roulé sur la Ligue 2 parce qu'on sait qu'il a récupéré Dunkerque, c'était 15-16e. Il a fallu attendre que ça prenne un petit peu avant, tu vois, cette équipe qui l'a emmené en demi-finale de Coupe de France et barragiste. Si on prend, tu vois, l'arrivée en Ligue 2, il perd ses 4 premiers matchs, il perd 5 de ses 6 premiers matchs. Voilà, tu prends la séquence, 5 défaites en 6 matchs, t'es zone rouge, il y a peut-être des présidents qui auraient dit merci mon coco, c'est pas mal, tu prends 5-0 à la maison par Bastia. C'est chaud. Tu perds 2-0 contre une équipe de National 2, les Girondins de Bordeaux, le 19 décembre. Donc, tu peux te dire attention. Et puis après, tu as fait une série de dingues. Ouais, tu as su remettre le navire à flot. Et après, tu as pu faire une saison où tu es allé chercher cette très très belle 4ème place, en plus du parcours en Coupe de France qui était dingue, où tu es allé gagner à Lille au tir au but. On s'en souvient, c'était un match totalement fou, et même gagner à Brest alors que tu étais mené 2-0 de mémoire. Donc ouais, Castro, c'est petit à petit. Et là, finalement, tu vois que ça commence à y aller pour lui, quoi. Donc on verra pour la suite. Mais ouais, ce Nantes-là, on a envie de l'accompagner. Il a ce côté attachant. Il a ce côté imparfait mais attachant, je trouve. Et côté Paris FC, c'est vrai que on a parlé beaucoup des jeunes, mais c'est vrai que défensivement, Kebal et Simon ont été limités par Amiens et Leroux qui ont bien joué le coup. T'as Cherrier qui marque sur cette reprise de Lesmelou, qui laisse traîner son pied, qui est malin. Après, c'était un match qui était un peu plus compliqué. Même Crasso qui a égalisé, je crois qu'à la 3e, mais finalement ça a été hors-jeu. Et bon, pour le Paris FC, par contre, il y a un calendrier qui arrive. Parce que le calendrier du Paris FC, c'est Lyon, Monaco, Rennes. Bon, c'est le Rennes, un Rennes qui, pareil, traîne un peu la patte. Mais attention, parce que Paris FC, ça peut petit à petit être reculé au classement. Alors qu'on se disait, finalement, ils peuvent aussi passer des semaines tranquilles, quoi. Donc on verra pour ça, quoi. Otavio et Jebels déjà au placard. Je pense que non. Je pense qu'ils testent des trucs encore. Jebels, il l'a mis, il a marqué le pas, il a remis Crasso qui a fait une bonne entrée à Nice. Je pense que Gilly teste beaucoup de trucs, ouais. Et c'est vrai que les remplaçants du Paris FC ont peut-être un peu de mal à apporter un impact. Alors, on a vu des trucs contre Strasbourg avec le but de Dico, tout ça, mais pas évident. Ouais, c'est vrai que Simon, le début de saison, alors, il y a eu cette passe géniale pour, comment ça s'appelle, pour Kebal au Vélodrome, mais sinon, c'est vrai que c'est pas le Simon, la meilleure version qu'on ait connue à Nantes, quoi. Mais bon, on va voir, il peut aussi... changement d'équipe, changement de vestiaire, changement de contexte. Ça va être intéressant de voir s'il peut se réveiller, quoi. On avance, les amis, avec ce Brest PSG. Que dire à part la semaine du PSG, elle est juste dingue. Le doublé d'Hakimi, la passe de Vitinha pour Hakimi, c'est un délire. Enfin, franchement, l'ouverture qu'il a réussi à trouver. Les mecs sont en détente. Le but de Doué, les occasions pour Dembélé, pour Gvara. Le crochet de Gvara sur le deuxième but qu'Hakimi transforme. Enfin, le dribble qui réussit, c'est juste...
Waouh, franchement, le geste est fou. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu la VAR pendant 40 minutes. Et finalement, c'est vrai qu'on a eu des situations d'arbitrage où ça a duré très longtemps. Alors, Del Castillo, je peux pas dire qu'il soit perturbé parce qu'il a glissé, donc quoi qu'il arrive, c'est un peu de malchance. Mais Tolisso, tu vois, je me demande si le fait que l'arbitrage s'est duré longtemps dans la tête du tireur, ça commence peut-être à faire douter quelque chose. Ouais, Del Castillo qui tire très très bien, je crois qu'il en avait raté qu'un sur les 11 ou 12 dernières tentatives. Et là, pour le coup, il glisse, c'est pas de bol. Mais j'aurais bien voulu voir ce match à 2-1 parce que finalement. Là, ça se transforme en 3-0, c'est une balade de santé, tu fais encore bien tourner parce que là, t'as quoi? T'as 1, 2, 3, 4 titulaires de la dernière finale de LDC. T'as Neves, Joao Neves et Fabien Ruiz normalement qui vont revenir pour Lorient mercredi. Donc petit à petit, tu refais jouer du Dembélé, t'as Doué, t'as Marquinhos qui est rentré également, Nuno Mendes qui est resté au placard. Donc t'as ton équipe qui tourne très très bien. Et ce Paris Saint-Germain-là est leader de Ligue 1, avec qu'un point d'avance, mais il est quand même leader de Ligue 1, et il est leader aussi de LDC. Donc tous les feux sont verts. Enfin, la gestion de Luis Enrique dans ce moment difficile, avec toutes les blessures, avec... t'as été un petit peu chahuté, t'as perdu au Vélodrome, t'as fait ce 3-3 contre Strasbourg, tu t'es fait égaliser par Mbappé Ethan du côté de Pierre Mauroy, mais au final, tu reprends ta route parce que t'as tellement une dimension supérieure, collectivement c'est dingue. Les individualités à tout moment, ça peut faire la différence. Et même un Brest, tu vois, que c'était intéressant comme configuration parce que je trouvais que Brest avait le profil pour peut-être aller titiller un PSG bis selon comment ça tournait parce que Ajor qui est quand même sur une belle forme, Del Castillo a des stats qu'il faut, t'as des jeunes joueurs qui peuvent aller, pourquoi pas se révéler sur un match 1, le petit Pathé Mboup, on attend encore que ça explose, Dina Mbimbe qui a marqué la semaine dernière, mais ouais, tu te rends compte que ce PSG là, même à 60%, c'est chaud quoi. Mais bien sûr que Luis Enrique, il a changé. Enfin oui, il a changé la vie de beaucoup. Il a changé la vie des supporters parisiens. Il a changé la vie de beaucoup de joueurs dans cette équipe. Il a changé une certaine vision. Il a apporté un truc dingue quoi. Et encore une fois, je t'en souviens du début de saison 2023-2024. T'as les 2 matchs nuls contre Lorient et Toulouse. T'as comment ça s'appelle la défaite 4-1 à Newcastle, où tu mets 4 attaquants, où tu mets Barcola, Kolo Muani, Mbappé, Dembélé en même temps, et tu te plantes. T'as sa Ligue des Champions où tu fais les 2 défaites contre Dortmund, mais au final, une fois que Mbappé est parti, et qu'il y a eu du très bon mercato, on le redit, hein, mais le mercato d'été, Neves, Pacho, Doué, et Kvara l'hiver, franchement, ça a tellement... fait glow up cette équipe qui avait déjà de très bons joueurs. Hein. Quand tu vois que Vitinha, sa deuxième année, était pas mal. Quand tu vois ce que pouvaient atteindre Nuno Mendes et Hakimi, là, c'est très très fort. Quoi. Et Warren Zaïre-Emery qui nous sauve de l'Europa League. C'est vrai que Luis Enrique est à un but, une égalisation, de peut-être être reversé en Europa League avant la nouvelle formule. Et bon... Tant mieux pour Paris qui aurait pris peut-être ce titre en Europa s'ils avaient joué le coup à fond. Mais voir le Paris Saint-Germain version QSI en Europa League, avec cette nouvelle formule où finalement désormais on sépare bien les cloisons et plus personne ne peut être reversé, c'est quasi impossible. Il faudrait que le PSG termine 5e de Ligue 1 à moins d'un crash industriel, j'y crois pas. Mais ouais, pour l'instant ça tourne très très bien quoi. C'est une équipe... qu'est-ce que tu veux dire la semaine qu'ils viennent de faire... Je me répète, hein, mais dans la maîtrise, dans le niveau de certains gestes, dans cette qualité supérieure. Et Vitinha, c'est... On a déjà parlé mardi, après le débrief Ligue des Champions, mais ce gars-là, 25 ans, il a tout pour lui, quoi. Il est classe au milieu de terrain, il perd très peu de ballons, il est bon dans le jeu sous pression, il guide très bien les siens, c'est en sentinelle, il est... Waouh, c'est juste époustouflant. Et il a cette qualité encore plus, hein, quand tu vois à ce niveau-là, les frappes de loin. Non, ce Vitinha-là, c'est fort, quoi. Vitinha ou Verratti, j'ai entendu ce débat qui est revenu pas mal de fois. Ah attendez, j'ai quand même l'outil, je peux m'en servir. Simple, vous préférez. Après, beaucoup vont peut-être dire, mais vous préférez vraiment en tant que joueur
Le joueur, celui qui vous parle le plus footballistiquement, parce que footballistiquement, Verratti, tu vois, il faisait des trucs de dingue, mais finalement, Vitinha, il est quand même en train. Voilà, Vitinha, Verratti dans le cœur, Viti le terrain. C'est, tu vois, je peux comprendre. Je peux comprendre qu'il y ait débat, c'est une histoire de sensibilité, mais finalement, je te rends compte que bah, tu as atteint tes objectifs avec Vitinha, et que Vitinha, bah, il a que 25 ans, et qu'il peut encore te faire 5-6 ans, il a même plus, hein, ça se trouve, devant lui, à un niveau où il peut atteindre une catégorie de très très grand milieu de terrain. Non, ça c'est clair, quoi. Franchement, c'est fort, quoi. C'est vrai qu'il apporte, c'est vrai qu'il a peut-être plus de stats, mais je peux comprendre les gens pour... c'est toujours particulier parce que vous connaissez ma sensibilité footballistique. J'empêcherai jamais un romantique de rêver, de s'exprimer. Et si les gens disent que Verratti les a plus touchés parce que c'était un footballeur et un mec dingue au milieu, je peux le comprendre. Intrinsèquement, je sais pas si Vitinha atteint le niveau de Verratti. Bah, c'est ça, tu te dis qu'il y a le potentiel, il y a le talent, mais finalement, il y a ce qui réussit sur le terrain. Et c'est un débat qui est pas mal parce que finalement, je vais pas dire qu'il y a de mauvaises réponses parce que chacun va avoir son propre avis et sa propre vision. Mais ce qui est sûr, c'est que Vitinha a franchi un cap et aujourd'hui, ouais, c'est le meilleur à son poste, c'est un des meilleurs milieux de terrain au monde et c'est juste fou tout ce qu'il réussit à faire, quoi. Donc chapeau à lui pour cette transformation. Vitinha, c'est même pas le meilleur milieu portugais du PSG. João Neves, il va revenir. Bah, t'imagines, cette équipe, elle tourne très très bien sans Fabian Ruiz, qui a été à un niveau époustouflant, et Neves, qui est une machine à 20 ans. Bref, je pense que eux, ils ont aucun souci dans leur vie. Tout va tourner très très bien pour ce PSG là. Et ouais, Brest, dommage, hein, mais qu'est-ce que tu veux dire? Je pense que Eric Roy, enfin toutes ces équipes, ils étaient voilà en mode bon. C'est comme un peu les matchs de Ligue des Champions quand ils avaient pris 3-0 à l'aller en barrage et 7-0 au parc. Tu peux lutter avec tes armes, mais au bout d'un moment, il y a tellement de monstres en face, il y a un écart, ça sert à rien. Faut juste se concentrer sur le prochain match. Et Brest, qu'est-ce qu'ils nous font? Ils vont au Havre, pas mal le match, parce que le Havre est sur une dynamique intéressante d'un point de vue comptable. Là, ils viennent de battre Auxerre, mais même dans le jeu, les intentions, je trouve que c'est des Havrais qui montent pas mal par rapport à l'an dernier. Et après, tu reçois Lyon. Ce petit match du dimanche soir, Francis Leblé, je sais pas pourquoi, mais je sens des altercations entre Tagliafico et Ajorc. Et je sais pas, je sens que ça va se rentrer dedans dimanche soir prochain à Francis Leblé. Et oui, pour répondre à ta question, David, je suis bien sûr hors jeu demain avec toutes les fraudes. On y sera avec les copains. Ce Monaco-Toulouse, le fameux match du samedi 19h, est-ce qu'il nous a réconcilié avec cet horaire un petit peu bof? Pas vraiment, c'était pas du grand spectacle, c'était pas le plus grand match de Ligue 1. Mais en vrai, il y a quand même des choses à dire, parce que déjà Monaco se rassure un petit peu, enchaîne un autre clean sheet après le match de Tottenham. Match de Tottenham qui encore une fois était lunaire dans le nombre d'occasions et le fait de ne pas concrétiser. Là, ils ont marqué très très tôt avec ce beau centre en cloche de Kassoum Ouattara et Salissou qui marquent de la tête. Peut-être que Salissou, ça fait partie de ces joueurs qui vont être des gagnants du système de Pocognoli, un entraîneur qui aime beaucoup jouer avec une défense à 3 et qui même à l'Union Saint-Gilloise, il a fait quasi que ce système, j'ai l'impression. Donc on sait qu'il y a des rôles à redistribuer, notamment en défense centrale, et peut-être qu'un Salissou va bénéficier de ça pour avoir du temps de jeu et peut-être retrouver finalement le Salissou qui était un vrai bon joueur de Liga à l'époque à Retafe, et que ce soit Southampton ou ses débuts à l'ASM, j'ai jamais été pleinement convaincu. Je trouvais qu'il était, je vais pas dire gentil, mais il m'incarnait pas un truc de potentiel patron de défense ou de joueur qui fait peur, qui peut rentrer dans son adversaire. Et là, ce Salissou là, je me dis ok, c'est bien ce qu'il propose. Par contre, je suis Pocognoli entre les ratés de mercredi soir et les ratés contre Toulouse. Alors le pauvre, c'est le petit Pape Cabral, tu vois, qui en rate une action où ça rebondit, il a le but qui est quasiment grand ouvert et il la met sur le poteau. Moi, je suis Pocognoli, samedi soir minuit, je convoquais tout le monde à Turbi pour un entraînement spécifique devant le but, hein, parce que là, au bout d'un moment, le manque de concrétisation de la part des attaquants monégasques cette saison, ça doit juste le rendre ouf, parce que Balogun, il en a encore. Il y a des joueurs qui ont des opportunités, mais ils ne réussissent pas à finir. Même, tu vois, la Birette, par contre, il est resté sur le banc. La saison de Birette, ça commence à être chaud. Il faudra voir
ce que Pocognoli va faire avec lui. Est-ce qu'il va lui trouver un nouveau registre? Est-ce qu'il va peut-être laisser passer un petit peu l'orage? Mais quand tu vois 13 buts en 16 matchs, et à quel point, tu vois, surtout, c'était un mec qui nous impressionnait tous. Biret, l'an passé, c'est chaque ballon à surface, quasiment, ça faisait but. Enfin, j'ai souvenir d'un triplé contre Auxerre, où c'était trop facile, où il avait vraiment ce sentiment de... Ouais, il était supérieur à ses adversaires. Et là, c'est un but contre Metz. Et sinon, ouais, il a été titulaire à quasi tous les matchs. Et ouais, il trouve pas la faille. Hein. Il a du mal. Hein. Et c'est vrai que notre ami Yous, sur hors-jeu, c'était sa take. Le flop de la saison, ça va être Biret. Bah, pour l'instant, on peut lui dire, ok, t'as eu le compas dans l'œil, hein, parce que là, tu te trompes pas. Ouais, la seule titularisation, c'est contre Bruges. Ils perdent 4-1, et sinon, il fait des entrées contre City et Tottenham à la fin. Et c'est vrai que Biret, c'est compliqué. C'est compliqué. Et c'est là où tu dis que le foot, c'est quand même un sport où ça peut aller vite. Hein, parce que un mec comme ça, après cette saison, tu te dis que t'es fin octobre, il a marqué qu'un but, et il est passé peut-être numéro 3 dans la hiérarchie, parce que bah, t'as même Inikena qui est rentré avant lui. Ouh, c'est compliqué, hein. La situation, faut avoir la tête froide. Mais non, ce Monaco-là n'est pas le plus spectaculaire. On sait que Monaco a des joueurs pour être un peu plus audacieux dans le jeu, mais je commence à voir la patte Pocognoli dans une équipe un peu plus réfléchie. L'état d'esprit y est de nouveau. J'ai vu une bonne agressivité sur le porteur de balle. J'ai vu une équipe qui, voilà, avançait en groupe, en bloc. Et j'ai envie de dire, c'est une qualité, évidemment, mais c'est aussi un défaut parce que, les amis, le problème à Monaco, c'est qu'à chaque changement d'entraîneur, j'ai l'impression qu'il y a peut-être un petit électrochoc. Alors, il y en a pour certains, ça a mis du temps à venir, comme Philippe Clement. Adi Hutter, c'était assez vite de mémoire. Mais Pocognoli, ça se passe bien là. Mais Kim nous dit que dans 6-7 mois, quand les sénateurs du vestiaire auront décidé d'avoir sa tête, ils vont peut-être en donner un peu moins sur le terrain et peut-être que le cycle infernal va se poursuivre. Donc j'ai envie que Pocognoli ait un lendemain et que ce qui commence à poser petit à petit, le système, l'état d'esprit, le choix des joueurs, bah, que tout le monde adhère à ça. Parce que au bout d'un moment, oui, peut-être que tu peux faire des erreurs au niveau du casting des entraîneurs. Ça va être le cas, ce qu'on va discuter tout à l'heure à Rennes. Mais Rennes, tu vois, ils vont enchaîner peut-être un quatrième entraîneur en un an. Stéphane a été limogé en novembre 2024. Sampaoli, c'était fin janvier, début février 2025. Et là, peut-être Habib Beye. Alors oui, peut-être que Habib Beye, c'était trop tôt. Sampaoli, c'était plus possible. Stéphane, il n'y arrivait plus. Mais comme je vous le dis, au bout d'un moment, il y a aussi des mots qui sont propres à certains clubs. Ça rappelle le cas de Manchester United, même si là pour eux ça se passe bien. Mais il y a des clubs, c'est malheureusement la pomme est des fois pourrie de l'intérieur et tu peux virer des pelures, tu peux virer des coachs. Peut-être qu'au bout d'un moment, tu auras du mal aussi à réveiller tout ça. Donc j'ai envie de lui faire confiance. C'est un jeune coach. Il doit aussi se faire investir. On avait vu la sortie d'Ansu Fati contre Angers. C'est pas évident. Mais en tout cas, là, il va avoir petit à petit des retours de blessures. Après la trêve, il faut que ça serre les dents. Monaco va enchaîner des matchs contre Nantes, Lens, Bodo Glimt en Ligue des Champions. Mais je commence à voir une équipe. Voilà, j'ai vu un truc, enfin, un peu d'état d'esprit. Ça faisait longtemps à l'ASM que ça manquait. Tu vois le podium ou top 4 pour Monaco? Ça peut être une équipe qui peut se faire chasser du top 4 parce qu'il y aura de la concurrence. Mais quand ils auront le retour de tous les patrons, malheureusement, j'espère pas, mais s'ils sautent de la Ligue des Champions et qu'ils n'ont plus qu'un match à jouer par week-end, avec du Zakaria, du Camara, il faudra avoir aussi la CAN, hein, parce que tu as certains joueurs qui vont partir comme Camara. Mais Monaco, je les mettais top 3 au début de saison. Je reste sur ma position. Je pense à le faire. Bah, Pogba, ça dit quoi? Il n'était pas censé revenir après cette trêve. Pogba, les gars, je vais pas refaire, hein, parce que j'aime pas me répéter. Hein. Il y a des choses, hein, je sais qu'en émission, quand tu fais 1h30 comme ça, enchaîné, il y a des choses que je redis. Attention à Marinakis, allez voir si t'as pas joué Wikipédia et tout. Mais Pogba, son dernier match titulaire, 90 minutes, c'est mars 2022. On n'avait même pas eu encore la Coupe du Monde au Qatar. On n'avait pas eu beaucoup de choses. On n'avait pas eu le deuxième mandat d'Emmanuel Macron. Et Dieu sait que c'est long. Donc, Pogba, pour qu'il rejoue déjà un match, c'est bien. Qui reprennent petit à petit. Je dis pas que... Parce que j'imagine que quand Hutter ou Pocognoli, ils parlent, tu sais, de retour de Pogba, c'est les infos du staff médical. Je pense qu'ils ont envie de voir Pogba. Ils ont envie de pouvoir compter sur lui. Mais ça prend beaucoup de temps parce que c'est un mec qui a vraiment pas enchaîné, que ce soit la Juve, que ce soit sa suspension, que ce soit son absence sans club.
Ah, ça met du temps. C'était pas en 2023. Ah, c'était 2023. Attends, j'ai dit une bêtise. Alors, c'était 2023. Donc, on avait déjà eu la Coupe du Monde au Qatar. On avait déjà eu le début du second mandat de Macron. Désolé, je me suis peut-être avancé. Malheureusement, de temps en temps, on peut se tromper sur les stats. Parce que, bah, évidemment, vous savez, dans ce cerveau-là, il y en a tellement qui passent. Au bout d'un moment, peut-être que je m'égare. Mais je pense que tu as peut-être raison. Ouais. Ah non, regarde. Non, 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 attends. Hop. Évidemment, je débunk 2021-2022, 20 matchs avec Manchester United, et la dernière fois qu'il a joué 90 minutes, c'était Tottenham en mars 2023. Donc il y a quand même, tu vois, ce match-là. Donc ouais, ça remonte à un petit moment. Peut-être quand on va voir les effectifs, vous allez dire, ah ouais, quand même, il y avait ces joueurs-là. Côté Tottenham, Lloris, Eric Dyer, Romero, Ben Davis, Doherty, Højbjerg, Betancourt, Reguilon, Son, Kane, Kulusevski. Et côté United, tu vois, tu avais Ronaldo, avec le trio quand même, Ronaldo, Sancho, Pogba, Rashford, à 100% chacun dans leur meilleure période, c'est quand même pas mal. Maguire qui a mis son petit CSC. Mais ouais, tu avais Cavani à United, t'as l'impression que c'était... Cavani United, pour moi, c'était époque Covid, quoi. Donc, ça remonte à un paquet de temps. Non, non, Pogba, faut y aller... étape par étape, c'est le mot-clé parce que pour lui, il n'y a pas d'autre solution, quoi. Et côté Toulouse, bah, ils n'ont pas su trouver des solutions contre cet ASM solide, tu vois, seulement 7 tirs, 2 cadrés. J'ai vu quand même un bon Guillaume Rest, qu'on a sorti quelques-unes encore une fois. Rest qui fait un bon début de saison. On sait qu'il y a eu son éclosion à lui à 17-18 ans qui a été phénoménal. L'an dernier, c'était un peu plus compliqué. Parmi, tu vois, les stats, à chaque fois, les stats avancées de gardien, c'était un de ceux qui étaient les moins bien notés, moins bien classés. Mais voilà. C'est un match qui n'a pas tourné pour eux. Et finalement, l'association Emerson-Magri, 2-9 avec Magri qui cherche à tourner autour d'Emerson, je ne suis pas convaincu. Je préfère limite avoir un Donum sur la même ligne que Gbo pour avoir 3 profils vraiment différents. Et peut-être avoir, côté droit, un Sidibé, même si c'est plus Sidibé époque Monaco-Jardim. Mais j'avoue que je n'étais pas fan de la formule devant tentée par Martinez Novel. Toulouse, ça joue contre qui? Ça joue contre Rennes, bah, tu vois, c'est 2 équipes 9/10e, donc pourquoi ils ont pu... ils pourraient peut-être, tu vois, le calendrier de Toulouse, là, il est pas mal pour eux, parce qu'ils affrontent Rennes, Le Havre et Lorient. Il y a 2 matchs à domicile, il y a un déplacement au Moustoir avant la trêve de novembre, il y a un monde où Toulouse, c'est quand même une équipe avec des individualités intéressantes, un tout petit peu de banc et des joueurs qui peuvent à tout instant te débloquer ce genre de rencontres, des matchs qui sont à leur portée. Il y a un monde où Toulouse, tu vois, se rapproche et dans le top 7, quoi. Donc ça va être pas mal de voir ce que ça va donner pour eux. On y va pour le gros choc, hein, le match qu'on attendait beaucoup dans cette 9e journée de Ligue 1, ce fameux Lens-OM, avec un match qui a tourné en faveur des Lensois, mais qui, pour les Marseillais, va rappeler forcément le scénario malheureux du Sporting, à savoir une très belle entame, tu maîtrises, t'es super à ton adversaire, et puis après, t'as des individualités qui te plombent. L'autre jour, c'était Emerson. Là, c'était Pavard qui a peut-être fait l'un de ses pires matchs en professionnel. Et pourtant, on parle d'un joueur avec un gros vécu, une belle expérience et un joueur au global qui faisait un bon début de saison. Mais la semaine de Pavard, forcément, qui était impliqué aussi sur les buts du Sporting, et là, qui est sur un contre son camp, qui est sur le penalty, Edouard, il se jette un petit peu, il tacle comme ça. C'est vrai que Pavard, l'ancien Lillois, a rendu beaucoup de services. Comme toujours, tu peux avoir beaucoup d'analyses sur l'OM. Tu vas peut-être retomber dans tes travers. Tu vas dire que cette équipe est instable, tout ça. C'est une semaine à oublier. C'est une semaine terrible. C'est une semaine qui ne tourne pas en ta faveur. Mais dans le jeu, je vois quand même des choses pas mal. Même si la deuxième période, ça a été plus compliqué pour se procurer des occasions. Quand tu vois les statistiques, en fait, l'OM, il y avait presque une sorte de U où tu avais Paixão à gauche, tu avais Greenwood à droite, et Aubameyang qui était au même niveau que les milieux de terrain, et en gros, tu n'avais personne pour occuper l'axe, parce que dans l'axe, en fait, du côté de Bollard, tu avais 2 malades. Tu avais Beidou et Malang Sarr, en plus de Gradit qui a été très bon aussi, mais Samson Beidou, et c'est ce que je vous disais, le mercato de monsieur Jean-Louis Lec. Jean-Louis Leca, chapeau. Je vous le dis à beaucoup de débriefs, je l'ai tweeté, mais il faut le remettre sur le devant de la scène. On sait à quel point
les mercatos, les changements de joueurs, les transferts, les arrivées, les adaptations pour un étranger dans un nouveau championnat, c'est pas simple. Et à Lens, il y a quasiment un 100% de réussite sur les recrues. Risser, très très bon. Franchement, super pioche d'aller chercher à Strasbourg. Samson Baïdou, bah, on a vu un premier match timide, voire difficile contre l'OL. Depuis, ça monte en puissance, c'est extrêmement sérieux. C'est un des défenseurs qui a fait l'une des meilleures perfs ce week-end avec Tati et Salissou. Mathieu Hudol, 3 millions d'euros le piston, chapeau, franchement, c'est juste du tout bon. C'était le joueur à aller chercher à Metz. C'est très très bien vu de la part des dirigeants lensois. Mamadou Sangaré, box-to-box, incroyable. Peut-être un cran en dessous de ce qu'il a pu faire, mais c'est un bon match de sa part. Mais c'est vrai que Sangaré, depuis pas mal de semaines, il fait des matchs tellement des 8 sur 10 que c'est peut-être un tout petit peu en dessous contre l'OM, mais je trouve qu'il a quand même été précieux. Thauvin, il y a un apport qui est quand même considérable, que ce soit dans l'aspect technique, dans le leadership. Il a raté un penalty, tout ça. Mais voilà, c'est quand même un joueur qui revient très très bien. Et je trouve que vraiment c'est l'âme un petit peu de cette équipe, ça se ressent. Hudson-Edouard qui continue à enchaîner les petits buts. Et même d'autres joueurs qu'on n'a pas forcément beaucoup vus. Saoud Abdoulhamid, le latéral saoudien qui a déjà été passeur décisif. Sima qui a marqué un but très important à Auxerre dans le temps additionnel. Et la recrue la plus essentielle, Pierre Sage. Donc c'est juste chapeau à Lens. C'est juste chapeau à Lens. Hein. C'est vraiment une équipe qui travaille bien, qui a su très bien rebondir après, on va dire, la vente de tous ses actifs, le départ de joueurs majeurs d'une génération marquante, hein, les Medina, Samba, Danso, un petit peu après, un petit peu avant, tu avais Openda, Fofana, tu as eu également des bons éléments. Comme Kuzanov qui a été une formidable trouvaille et peut-être des valeurs marchandes que finalement tu disais c'était le bon moment de les vendre comme Wai et Diouf, mais non franchement ce lance là c'est en même tu te dis hein, c'est une équipe où tu as des joueurs qui reviennent à un très bon niveau parce que le positif amène du positif et Malang Sarr c'est un des meilleurs défenseurs centraux de Ligue 1 depuis la reprise. Adrien Thomasson dans ce rôle de double pivot, pas mal, franchement pas mal, même très très bien, faut le dire, que lui aussi je revois un Thomasson, sa meilleure version à Strasbourg, dans un registre différent, mais en termes de niveau, de régularité, de fiabilité, c'est super costaud. Et Aguilar, pareil, hein, tu vois, qui se dépense bien, qui fait de belles choses, donc non, t'as une équipe où tu vois beaucoup de belles perspectives et t'as pas de Coupe d'Europe, tu réussis à gagner contre des gros, t'as battu Lille, t'as battu l'OM, t'as perdu contre l'OL, t'as perdu contre le PSG, tu vas avoir un déplacement bientôt à Monaco, t'as aussi Strasbourg à jouer, mais non, c'est vrai que ce lance-là, ça a une bonne gueule d'un peu trouble fête. C'est une équipe, je me disais finalement, par rapport au mercato, par rapport peut-être aux intentions initiales, ça peut peut-être aller chercher une conférence, voire une Europa, mais tu te dis que si tu réussis à rester dans ce wagon pour la LDC, pourquoi pas? Il y aura des moments un petit peu clés, comme à chaque fois. Faudra avoir quelques départs durant la CAN. Faudra voir, c'est vrai, si t'as pas des blessures, hein, t'as raison Coco. Si Thomasson ou Sangaré se pète, on est limite au milieu. Ouais, clairement. Et c'est vrai que, non, je vois ce que tu veux dire. Dans le jeu, c'est moyen, je trouve que ça propose pas grand-chose. Certains vont dire que c'est pragmatique, mais je vois quand même quelques séquences de sortie de balle intéressantes. Et c'est ça, Thauvin pour tenir le ballon sous pression, c'est hyper précieux. C'est vrai que Thauvin, t'as 2-3 séquences ont réussi à faire remonter le bloc. Tu vois, Thauvin, j'ai vu ton message de Stradry, tu disais qu'on en fait beaucoup avec lui, qu'à Oudine, c'était un peu plus impressionnant, plus fort. Je suis d'accord avec toi, mais je trouve quand même que techniquement, il apporte un vrai truc à Lens, en mode c'est un patron et il montre l'exemple. Et voilà, il y a eu le match contre Lille, il y a eu le match à Paris aussi. Enfin, non, il y en a eu quelques-uns où je me dis que, ouais, franchement, il réussit à amener tout le monde avec lui. Et ce qui est bien pour ce Thauvin-là, justement, on a beaucoup mis les projecteurs sur lui. C'est que quand il est peut-être un peu plus discret, quand il rate un penalty, il y en a d'autres qui peuvent prendre la lumière. Il y en a d'autres qui peuvent se distinguer avec Hudson-Edouard, avec le double pivot Sangaré-Thomasson qui est monstrueux, avec le travail des pistons. Non, c'est pas mal. C'est pas mal quand même ce que propose Lens depuis le début. Et bon, oui, peut-être que dans le jeu, c'est pas le Barça 2011, mais voilà, t'as eu tellement de changements. Enfin, là, dans ce 11-là,
t'as 1, 2, 3, 4, 5, 6, t'as 6 recrues, et t'as des joueurs qui reviennent de loin comme Malangsar. Donc ouais, c'est quasiment une nouvelle équipe, hein. C'est une nouvelle équipe, faut prendre aussi comme ça, avec quelques joueurs supplémentaires, tu vois, Guilavogui qui est revenu de Sampaoli, t'as Machado qui est revenu de blessure. Non, franchement, on va voir comment Lens va assumer, parce que petit à petit, bah, les gens vont de plus en plus parler d'eux, et ça va être intéressant de voir comment ils vont gérer cette nouvelle pression, parce que ça rappelle la saison 2022-2023, et là, il faudra également assumer peut-être ce statut de chasseur, d'outsider. Côté OM, du coup, je l'ai dit, la semaine, elle est dure à analyser, parce que t'as des entames de match qui sont parfaites. Malheureusement, ça dure 90 minutes à chaque fois. Tu te fais plomber par des erreurs individuelles. J'ai pas aimé, évidemment, le match de Pavard, j'enfonce une porte ouverte. J'ai pas aimé le match de Murillo, j'ai pas aimé le match d'O'Reilly. Robinho Vaz, là, c'est le match de l'apprentissage. 2007, lancé sur le front de l'attaque à Bollard, avec Baidou, Sarr, Gradit pour te chasser. Avec 3 comme ça, mecs qui sont hyper impressionnants dans les duels. Dur pour eux, quoi. Dur pour eux. Ah non, mais Lens, tactiquement, c'est très solide. Ah non, je suis d'accord. Je pense qu'il y a peut-être des gens qui attendent plus dans le jeu, dans la possession, dans du jeu léché. Mais tactiquement, ce que fait Pierre Sage, avec chacun son très bon rôle, c'est bien connecté. Non, ce Lens-là, je suis d'accord avec toi, Babidax. C'est bien. Non, ce Lens-là, on est dans le train, quoi. Et les 2 premières mi-temps sont très bonnes pour l'OM, c'est le plus frustrant. Oui, c'est ça. Après, c'est aussi à De Zerbi de s'adapter à certains faits de jeu, à gérer ces basculements de match, après le penalty, après soit un carton rouge, un CSC, à pouvoir remettre un petit peu d'essence dans le moteur, parce que l'OM a été un peu coupé dans son élan, parce que même si tu as eu la possession sur la seconde période, tu n'as vraiment pas eu beaucoup d'occasions dangereuses, tu n'as pas eu beaucoup d'opportunités, tu as eu du mal sur les coups de pied arrêtés, j'ai trouvé. Non, c'était pas évident. J'ai bien aimé quand même le match de Vermeuren, parce qu'on a beaucoup parlé d'âge depuis le début de ce live, mais Vermeuren, je rappelle qu'il n'a que 20 ans, on l'a vu que un peu plus de 200 minutes avec l'OM, LDC et Ligue 1 confondus. Et pour un mec qui est arrivé le 31 août, qui sort de 2 expériences mitigées, voire ratées à Atletico et à Leipzig, je trouve que ce Vermeuren-là, il a un truc au milieu pour lui. Et à la limite, O'Reilly dans le double pivot, j'ai pas été convaincu. Je préfère, même si Greenwood, c'est vrai qu'il est buteur, il a fait un bon match. C'était un match intéressant de la part de Greenwood dans ce rôle axial, mais je préfère quand même O'Reilly en 10 avec cette espèce de liberté qu'il a dans les projections. Je préfère aussi notre ami Højbjerg dans le double pivot. Højbjerg revient bien. Wea à droite, Paixão après, là je pense qu'il a tenté un truc. Paixão à gauche, Wea reculé à la place peut-être d'un Murillo que j'ai trouvé qui est passé à côté de son match, et devant peut-être un Obama, un Vaz en attendant le retour de Gouiri. Mais Gouiri va manquer à l'OM, on parlait beaucoup finalement d'Aubameyang, le retour de Tony Kroos à 36 ans, des bonnes entrées de Vaz, mais Gouiri a un profil unique dans cet effectif marseillais là, et j'ai peur que, même si on l'a dit, Marseille a fait un bon mercato, Marseille a doublé tous les postes, tu vas avoir Ahmed Junior Traoré qui va revenir pour avoir un autre profil offensif. J'ai peur pour quand même le numéro 9 de l'OM, qu'au bout d'un moment, l'absence de ce Gouiri-là, ça puisse pêcher un petit peu. Mais tu as fait quand même une séquence d'1 mois et demi qui a été très convaincante d'un point de vue comptable et aussi dans le jeu. Cette semaine a été loupée. D'un point de vue comptable. Tu peux retenir tes entames. Après, il faut avancer. Il faut avancer parce que, de toute façon, l'OM a tellement d'échéances. Et t'as le bonheur d'avoir des matchs qui arrivent. Et c'est bien parce que t'as Angers, et on va après arriver sur les matchs du dimanche, qui est une équipe qui est intéressante, qui en a pris 5 à Strasbourg. Mais voilà, ce jour-là, Strasbourg avait trouvé les failles nécessaires. Mais on peut voir qu'Angers a bien défendu contre Monaco. Et ça peut être... on sait que l'OM a des fois eu du mal l'an dernier contre ces équipes-là. Et tu vas à Auxerre, équipe en difficulté, avant l'Atalanta. Donc ça va être bien cet enchaînement. Et tu reçois Brest avant la trêve. Donc là, pour le coup, on va avoir un petit verdict là-dessus, quoi. Le calendrier de Lens, bien sûr. Mais oui, je sais que Lens a un coup phénoménal à jouer. Lens sera sans doute 2e de Ligue 1. Encore parce que
Ils vont à Metz mercredi, ils reçoivent Lorient dimanche, et après, tu vas à Monaco, et c'est à trêve, et retour de trêve, t'as Strasbourg. Donc t'as vraiment cet enchaînement-là d'équipes à... Ah, c'est pas mal, c'est bien. Ça va être... Lens, quand tu vois même la suite du calendrier jusqu'à début janvier, il y a un monde où se lance là. Et top 4, top 3 de Ligue 1, première partie de saison. Et ce serait mérité. Ce serait mérité. Donc à voir s'ils peuvent continuer comme ça, quoi. On arrive sur les matchs le dimanche. Et évidemment, on va commencer à parler de ce chef-d'œuvre, encore une fois, du FC Metz, qui, week-end après week-end, se dépasse dans la créativité, l'inventivité, la magie, le dépassement de soi. Je sais même plus quoi dire. Encore une fois, je l'ai dit dans l'intro, hein, de la peine pour les supporters parce que ça va pas être simple à vivre. Mais à quoi bon revenir en Ligue 1 pour faire ça, quoi? Enfin, c'est collectivement, c'est dessoudé. L'entraîneur trouve pas de solution. Les joueurs individuellement, la plupart c'est cata. T'as pas grand chose à sauver. T'as des mecs qui dégoupillent comme Sané, pas Louis Boussané qui a marqué un joli but au passage, mais le Sadi Boussané qui fait des tacles, des cartons rouges d'assassin. Cette équipe, elle peut rejoindre le Panthéon, je le dis, hein, des pires performances de la Ligue 1 au XXIe siècle. Hein. J'ai cité des exemples, vous les connaissez, l'Avignon 2010-2011, le Bordeaux que j'ai bien connu 2021-2022, Montpellier de l'an dernier, Dijon après le Covid, t'as eu Grenoble qui avait enchaîné je ne sais combien de défaites en 2009-2010, t'avais eu Istres que c'était pas ouf en 2004-2005, t'as Toulouse aussi, juste avant l'arrêt de la saison où Sadran avait dit ah non là, vous nous volez, vous n'êtes pas sérieux. Attendez, monsieur Sadran, comment ça 13 points en 28 matchs et vous portez réclamation? Mais c'est plutôt nous qui devrions porter plainte contre vous après ce que vous avez fait comme performance en Ligue 1. Non, ce Toulouse-là aussi était honteux. Le 3, évidemment, hein, parce que les Troyens, vous n'avez pas y échappé aussi. 2015-2016, la saison, vous prenez 9-0 par le PSG, il n'y a pas grand-chose à sauver. Donc voilà, 2 points en 9 matchs. De toute façon, je vous l'avais dit, hein, il y a un moment, enfin il y a un truc, tu disais, s'il y a un trio offensif, Gauthier, Heinz, Sabali, Habib Diallo qui prend un petit peu, pourquoi pas aller chercher 2-3 points. Mais là, même aller chercher 2-3 points en plus, ça va être un monde, quoi. Enfin, c'est compliqué. Je dis, il n'y a pas beaucoup de... Là, tu sors de ce match pour être un optimiste, pour y croire au maintien. Il reste beaucoup de journées, hein. Faut voir, hein. Mais là, pour le coup, côté Metz, j'avoue que ça sent quand même le retour en Ligue 2, les matchs commentés par Robert Malm le vendredi sur Beansport, quoi. Là, c'est difficile. Le classement, comme d'hab, hein, ils sont qu'à 5 points d'Auxerre, qui est quand même ouf de la part d'Auxerre. Bon, on y reviendra, hein. Mais ouais, c'est moins 20. T'as tout qui est contre toi, t'as l'impression. Le calendrier, ça dit quoi? Le calendrier, tu reçois Lens. Voilà. Après, Lens, il y a un monde où tu te dis, peut-être c'est le genre d'équipe qui est sur son petit nuage. Tu prends de haut Metz, pourquoi pas, mais il faut quand même le vouloir. Tu vas à Nantes. On a déjà vu des scénarios où Nantes a perdu contre des équipes à sa porte à la maison. Tu reçois Nice, à chaque fois tu te dis alors peut-être. Mais finalement, le alors peut-être, à chaque fois, t'en prends 4 à Toulouse, 3 contre Marseille, à Monaco malade, t'en mets 5. Les matchs contre les équipes à ta portée, Le Havre et Angers, tu perds. Non, à chaque fois, c'est... Enfin, tu perds pas, tu fais match nul. C'est dur, quoi. J'ai mal pour les supporters et l'équipe, c'est... À quoi bon, quoi? Au bout d'un moment, c'est dur. Mais en face, Lille a fait le job après ce match fou d'Europa League. Lille qui enchaîne une deuxième victoire contre une équipe à sa portée, qui a fait de belles choses avec un Félix Correa qui était en feu. Passeur, double buteur avec le pauvre Papsi qui est sorti sur blessure après le choc avec Sarawi. Papsi qui fait quand même 2,06 m. C'est pas courant de voir des gardiens de cette taille. Hein. Je vous avoue, c'est waouh. Des gardiens qui font 2,06 m, à chaque fois, je suis là, c'est ouf, quoi. C'est une commotion, mais ça va mieux dans le vestiaire, il va aller en observation quelques heures. C'est vrai qu'en plus, c'est dur parce qu'au début, il fait 2-3 arrêts, tu te dis, ah, peut-être, il va faire mieux que Fischer,
Et ensuite, ça c'est dur. Hein. 2m06, il arrive à prendre un lob. Ouais, c'est ça. Bah, comme toute l'équipe, hein, il a fini par plonger, faire des erreurs individuelles. Donc ça ne l'a pas fait. Igaman, encore un but, voilà, plein de spontanéité. Même dès le début, Igaman, il avait armé une frappe entrée de surface qui était pas mal. Et tu sens qu'Igaman, il a de la réserve et qu'il a. C'est un buteur qui est encore, je le redis, un attaquant qui a ce côté un peu instinctif, joueur pas poli, pas formaté, et s'il garde ça, cette manière de tirer à peu près n'importe où, et avec beaucoup de variété, que ce soit des tirs brossés, enroulés, un peu fouettés, extérieurs, Egaman, il m'a l'air d'avoir quand même ce truc un peu du buteur unique, où il peut tenter de n'importe où, et ça lui réussit bien. Haralson aussi qui a marqué, Benjamin André, Perrault, enfin bref, c'était une belle fête pour les Lillois, ce match-là. Et en plus, tu as fait un petit peu de gestion, parce que forcément, t'enchaînes beaucoup avec l'Europa. Tu as Boadi qui a pris un jaune, qui était un peu orangé d'ailleurs. Boadi était pas loin du rouge. Donc Genesio l'a sorti pour faire entrer Mouko. Tu vois, tu as fait le petit Soriba Diaoun qui est rentré, qui a fait une passe D, qui a été impliqué sur un but. Je crois que c'est celui d'Haralson. Donc non, c'est un match où Lille soigne sa différence de but, peut faire de la gestion. Tu as des joueurs qui n'avaient pas marqué, ou tu as des joueurs qui ont besoin de buts, qui ont de nouveau planté. Tu as Fernand Espardo qui fait un doublé de passe D. Et lui, encore une fois, on le redit, mais quand il va réussir à gommer ses petits déchets, ses mauvais choix dans les 30 derniers mètres, ce sera un des meilleurs attaquants, je pense, de Ligue 1. Il a vraiment tout pour lui au niveau du potentiel, mais on sait que le plus dur, c'est de parvenir à trouver cette cohérence dans ses derniers choix. Mais non, c'est vrai que ce match du LOSC est pleinement abouti, et même derrière, hein, je pense à Mbemba qui revient à un bon niveau après son match face à Nantes. Et dommage, hein, le petit accro contre le PAOK, mais c'est bien aussi pour Lille. Ça va leur montrer que même si on sait que cette équipe a un très bon potentiel offensif, elle n'a pas non plus une immense marge derrière quand t'as pas Alexandro. Donc ça va être essentiel pour eux de repartir un petit peu haussé. Je crois que tu as un Nice-Lille qui arrive. Ouais. Nice-Lille, Lille-Angers. Et ensuite tu fais déplacement à l'Étoile Rouge. Pas mal ça, bon petit déplacement européen. Et tu vas à Strasbourg. Oh, le Strasbourg-Lille du multiplex juste avant la trêve. Ça, on va déguster. On va le manger, celui-ci, avec bel appétit. Ça, c'est clair et net. Le Rennes-Nice, forcément, on va aller sur le multiplex de 17h15. J'espère, les amis, que vous n'avez pas quitté ce multiplex Ligue 1 pour aller voir le Classico, parce que les fidèles, les vrais, sont restés pour voir ce multi jusqu'au bout. Merci, groupie de PFUT, et bonne écoute à toi. Et on se dit à mercredi. Ce match Rennes-Nice, est-ce que c'est la fin pour Habib Beye ? Ça peut l'être. Est-ce qu'on lui laisse encore, finalement, la semaine à venir, avec le déplacement à Toulouse ? On se dit que c'est peut-être trop court pour changer d'entraîneur. Et il y a quand même eu une fin de match à Rennes qui était bien. Faut le dire, la fin de match, ils sont pas loin d'égaliser. T'as le but refusé de Kader Meïté. T'as de vraies belles intentions. Mais tu ne conclus pas et tu te retrouves toujours avec les mêmes mots, avec une équipe qui est incapable de jouer 90 minutes de manière continue, qui a besoin d'un électrochoc. Avant, ils faisaient des bonnes entames. Maintenant, c'est l'inverse. Ils se réveillent à la fin quand ils sont dos au mur. C'est désespérant. J'ai vu qu'il y avait eu une réunion, que les joueurs, voilà, ils avaient parlé au COP, au RCK. Corongier avait pris la parole, qui avait dit: si vous pensez qu'il n'y avait pas d'équipe, si vous pensez qu'on allait lâcher l'affaire, regardez juste notre fin de match. Et c'est vrai que j'ai vu quand même un Stade Rennais qui était généreux, qui a tenté des choses qui étaient pas loin, mais pourquoi à chaque fois il y a besoin soit de se mettre un coup de pied aux fesses, soit d'être trop en dilettante? C'est un club qui est... C'est compliqué à lire, c'est très compliqué à lire. Après, t'as quand même eu des choix forts sur ce match. Hein. T'as notre ami Habib Beye qui sort Seko Fana, qui fait rentrer Abdelhamid Aïboutlal qui marque, qui réduit l'écart. J'ai bien aimé l'entrée de Djaoui Cissé aussi, Frankowski qui est impliqué. Ce Stade Rennais-là, je sais pas ce qu'il faut pour que ça prenne, ça fonctionne. Parce que quand tu vois le 11, quand tu vois le fait que, et encore une fois, il joue qu'un match par semaine, t'as pas de Coupe d'Europe, mais t'arrives pas à trouver ce fil conducteur, ce truc auquel te raccrocher, parce que chaque match, t'as l'impression, je vais pas dire que les joueurs se découvrent, mais tu pars dans une forme d'inconnu. Et ça, c'est peut-être le pire pour ce Stade Rennais d'Habib Beye, c'est que
les matchs se suivent et ne se ressemblent pas. Alors, ils ne se suivent et ne se ressemblent pas. Peut-être certains vont dire justement parce qu'il n'y a pas de collectif et du coup, tu as un peu un brouillon. Mais c'est tellement imprévisible. Et malheureusement, la pièce, à chaque fois, elle retombe du mauvais côté parce qu'ils ne trouvent pas encore ce truc-là, quoi. Est-ce que Nice pourrait jouer en Europe le week-end? C'est peut-être la solution à proposer, histoire que Nice prenne enfin des points. Nice, c'est vrai qu'ils sortent d'un match contre Lyon où ils avaient pas mal subi. Là aussi, peut-être que Francaise a trouvé la clé. Après, là, ils ont vraiment bien reculé. Ça n'a pas été simple, surtout en seconde période. Mais ils vont prendre 2 victoires contre des adversaires directs, on peut le dire, pour potentiellement l'Europe. Même si c'est vrai que ce Stade Rennais-là, pour aller jouer l'Europe, bon courage à eux. Et ouais, ce Nice-là, avec un Sofiane Diop qui enchaîne, je crois, un 5e but en 4 matchs, qui est en train de bien prendre. Sofiane Diop, ici, évidemment, on aime beaucoup. Juste encore une fois des petits soucis de blessure, de régularité. Mais dans cette attaque niçoise, tu as besoin d'avoir un joueur comme ça pour t'aider, t'épauler. Et il a bien compris. Jonathan Klaus qui s'est rattrapé évidemment de son carton jaune qui a conduit au rouge contre Celta Vigo et quelque part à la défaite, qui a été passeur et buteur. Alors c'est vrai que tu as l'action où Boga, il fait comme ça et le ballon touche la main et l'arbitre allait revoir à la VAR, j'ai cru qu'il allait annuler, finalement il a laissé le but. C'était particulier. Mais du coup, Yvan Diouf, sur ce match, c'est lui qui va te chercher aussi les 3 points, c'est lui qui préserve ce résultat. Avec un arrêt, le réflexe qu'il a eu en seconde période à 2-1, une détente, enfin vraiment un bon. C'est un des arrêts de la saison pour l'ami Yvan Diouf, qui au global fait quand même, j'ai l'impression, une bonne entame avec Nice, qui peut faire évidemment mieux. On l'a déjà vu faire à Reims des perfs assez épatantes. Mais dans ce Nice malade par rapport à l'Europe, parce qu'il faut le dire, quand on enchaîne autant de défaites en Europe, ça doit peser sur les joueurs, sur l'environnement niçois. Mais en Ligue 1, c'est une équipe qui arrive, parce que, je le dis, j'aime beaucoup Francaise. Je suis d'accord avec toi, Loulou. J'adore Esme en Europe, ça suffit sans déconner. Oui, mais Francaise en Ligue 1, il a ce savoir-faire, et je sais qu'il y a un PSG Nice qui arrive dans pas longtemps, et pour l'instant, Francaise, avec Nice, il a pas perdu contre le Paris Saint-Germain en Ligue 1. C'est qu'il arrive quand même à créer quelque chose, et de toute façon, c'est pas un hasard. S'il a amené cette équipe qui a une infirmerie, qui a pas peut-être les meilleures individualités à certains postes, 4ème de Ligue 1, c'est quand même que c'est un mec qui sait où il veut aller, quoi. C'est un mec hyper compétent, et ça m'étonne pas que à Rennes, certains aimeraient le voir sur l'autre banc, mais c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Tu peux changer, tu peux mettre Stéphane, tu peux mettre Sampaoli, tu peux mettre Bey, tu peux peut-être mettre Francaise. Est-ce qu'au bout d'un moment, vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que les coachs vont pouvoir apporter leur vrai truc? Après, Francaise, j'ai peut-être envie de lui donner un peu plus de crédit qu'à Bey s'il reprenait en main Rennes, parce que lui, il a une certaine expérience en Ligue 1, il a des joueurs peut-être pour jouer dans ce système-là, il ferait les choix qu'il faut, peut-être qu'il connaît très bien Seko Fofana, donc il pourrait lui parler, le mettre dans le meilleur rôle qu'il faut. Mais ouais, Rennes, le souci, il continue, il prend de l'ampleur. D'un point de vue comptable, c'est pas catastrophique hein, pour Rennes, qui est 10ème, sauf que tu as fait beaucoup de nuls, tu ne gagnes plus, t'es un petit peu t'es en train de stagner, et tes adversaires européens ont pris 6 points. Alors 6 points dans le foot, ça va vite, mais c'est aussi, tu vois, comme je te le dis, le fait que Rennes n'arrive pas à jouer 90 minutes, ou même des fois ne serait-ce que 60 minutes, avec un niveau d'intensité supérieur, et réussir. Franchement, la seconde période contre Nice, elle est très bonne. Enfin, ils mettent les ingrédients qu'il faut, t'as des bonnes entrées, mais après, peut-être qu'il y a certains statuts, t'oses pas mettre Kader Meïté, t'oses pas mettre Chaoui Cissé. C'est aussi là où il faut se faire violence. Et le match à Toulouse, si Bey reste, j'ai envie de voir s'il va pouvoir un petit peu peut-être bousculer certains de ses joueurs dans la hiérarchie, quoi. Rennes a affronté des petits. C'est vrai que Rennes a aussi. En plus, tu vois, ils ont affronté Auxerre, ils ont affronté Angers, ils sont allés à Nantes, ils ont joué à Lorient. C'est vrai qu'en plus, ils ont un calendrier pas non plus dantesque, quoi. Donc, t'as le PSG qui va arriver dans pas longtemps. Tu vas avoir Lille, tu vas avoir Strasbourg. Oui, après, c'est sûr que tu as joué Lyon, Marseille, Lens. Mais tu vas encore jouer des équipes du top 6, top 7. Et attention. En Ligue 1,
est irréprochable. Le contexte de Nice, clairement, n'est pas simple, mais il a prolongé, donc la soupe est bonne et légitime qu'on l'attend en Europe. Je voulais le voir dans un grand championnat, mais vu le résultat qu'il a en Europe, c'est mort. Je pense que ça peut être évidemment un tue-l'amour pour certains recruteurs. Mais je suis d'accord avec toi, hein, je l'ai dit, c'est pas possible ce que propose Nice. Alors oui, là, cette année, ils ont un calendrier qui est pas simple, mais bon, au bout d'un moment, je répète, hein, un peu d'amour propre, quoi. 15 matchs de suite sans victoire en Europe, allez, enfin, c'est une série... Bon, ils vont à Fribourg en plus. Il y a un monde où ça passe de 15 à 16. Hein. On n'espère pas pour eux, mais ça peut être bien relou, quoi. Match suivant, et comme je vous le dis, attention à la GIA. Attention à la GIA qui, doucement mais sûrement, est en train de glisser, qui est 17ème, qui est relégable au moment où on parle. Et surtout, j'ai trouvé que le match était vraiment pas bon contre Le Havre. Je trouvais que Le Havre a eu la clé pour vraiment les gêner. À l'image du but d'Abdoulaye Touré qui est très bien construit, où Touré se retrouve seul côté droit pour finir l'action. Et c'est une équipe qui a été vraiment bien structurée pour aller les embêter. À l'image du plan qui avait été effectué au Vélodrome, où tu as Keshta un petit peu côté gauche pour aller gêner cet espace où tu peux avoir des Sinayoko, où tu peux avoir certains joueurs s'engouffrer. Mais là, pour la première fois, autant j'ai été indulgent sur quelques matchs de la GIA, vous le savez, où j'ai dit c'est une équipe qui est pas mal, c'est une équipe qui a des intentions, c'est une équipe qui a été mal payée à l'image du le match contre Lens, tu vois, où ils perdent à la fin. C'est une équipe qui a des joueurs super intéressants, Sinayoko, Namasso, Kevin Danois, Akpa, qui a du mal à revenir par rapport à son dernière, des cadres hein, comme Oussou et Mensa. Et pour le moment, cette AGA-là, ça prend pas. Ça prend pas. Il y a un peu de temps encore pour vraiment, que je te dis, déclencher l'alarme absolue. J'ai confiance en Pélissier, c'est un bon coach de Ligue 1. Il y a des choix qui m'interpellent un petit peu. Peut-être, pareil, hein, un peu plus de méritocratie. Le petit Ibrahim Osman, qui avait fait 2 passes D sur les 3 premiers matchs, qui est devenu un joker, alors que Casimir, j'ai beaucoup de mal avec ces matchs. Je trouve que Casimir, justement, on devrait inverser, ce serait plutôt lui le joker. Mara n'est pas encore prêt, n'est pas prêt. Je préférais limite avoir un Namasso en pointe et un Sinayoko qui lui tourne autour et un Haussmann en électron libre. Je pense que c'est peut-être la meilleure formule à l'heure actuelle pour la GIA. Et non, même Lasso Koulibaly, il a fait une belle entrée. Hein, peut-être, tu vois, donner un petit peu plus de temps de jeu à ces joueurs-là qu'on n'a pas beaucoup vu et qui méritent plus parce que là, les titulaires, ils sont en train un petit peu de s'enfoncer, quoi. Même Akpa, tu vois, qualité sur coup de pied arrêté, tout ça, bof. Non, franchement, cette AGA-là, ça me déplaît. Ça me déplaît, mais je vous le dis, c'est 9ème journée, il y a encore quelques matchs. Kevin Danois, il n'a pas joué, alors son match à Rennes n'était pas si bon que ça, et peut-être que aussi un petit peu de gestion de la part de Pélissier, parce que tu as encore un gros calendrier qui arrive, avec pour la GIA. Ouais, Danois blessé, Danois diminué. Je pense que c'est plutôt logique, parce que sinon Danois il commence tous les matchs. Ouais, bon courage quand même aux Auxerrois, parce que tu vas à Strasbourg et tu reçois l'OM. Il y a un monde où Auxerre se retrouve encore une fois dans cette zone-là. Ah, Danois s'est blessé à l'échauffement. Merci beaucoup Street Bélier pour la précision. Notre homme bord de terrain à la Baie des Champs. Côté Havre, belle copie dans la continuité de ce que tu fais depuis le début de saison. C'est pas spectaculaire, tu te procures pas beaucoup d'occasions, mais tu es une équipe beaucoup plus réfléchie et bien structurée que l'an dernier. À la même époque, je pense que si on refait le point sur le classement, là, Le Havre, bon, ils en ont pris 5 au Vélodrome, donc difficile. Là, ils sont 14e de Ligue 1 avec 9 points. Et, attends, classement Ligue 1, hop. On va aller voir ça. L'an dernier, t'étais... ah merde, je pensais que j'allais voir classement Ligue 1. Est-ce que je peux remonter le classement? Ouais, de mémoire, après la... Comment ça s'appelle début de saison, l'an dernier, ils étaient au même point que Montpellier. Donc autant vous dire, pas dingue quoi. Les petits Havrais. Voilà. 17ème, 2 victoires, 7 défaites, 20 buts encaissés, 6 points. Et ils sont 3 points en avance par rapport à leur tableau de chasse. Tu vois, Auxerre, par exemple, l'an dernier, à la même époque, ils étaient que 13e. Et ils avaient 3 points de moins, enfin 3 points de plus. Donc ça peut aussi, tu vois, se réveiller. Et faut pas les enterrer, non. Faut pas les enterrer, quoi.
Un match un peu trop hipster. Bah non, mais c'est la Ligue 1 et je sais. Et je profite de passer une dédicace. Je sais que sur YouTube, il y en a beaucoup qui me mettent des messages à chaque fois. Merci de parler de toute la Ligue 1. Merci de parler de mon équipe ou quoi. C'était aussi l'objectif quand j'ai lancé le débrief. Parce que quand vous regardez des débriefs, et c'est pas une critique, c'est normal, c'est l'audience qui le veut. Quand vous regardez des débriefs After, Canal, tout ce que vous voulez, on va parler des gros du championnat. Et les petites équipes vont avoir leur mention quand elles vont affronter ces gros. Mais ces matchs-là, les Auxerre-Le Havre, c'est là où se joue le championnat pour ces équipes-là. Donc. On verra quoi. Mais ça a 2 points de retard sur le Montpellier de l'année dernière, c'est inquiétant. C'est vrai que si tu prends dans le sens, si tu dis que le Montpellier de l'année dernière, qui était déjà à 29 buts pris en 9 matchs, ça, eux, ils voulaient vraiment écrire l'histoire. Eux, c'était vraiment leur objectif, quoi. Et non, le Havre, bah écoute, je vois des belles choses. Alors attention, Samata est sorti, était frustré. Samata n'a pas encore de mémoire ouvert son compteur en Ligue 1. Donc petite frustration chez Douchet, chez le staff, et à lui parler. Il y a le seul bémol, et ça dure depuis pas mal de temps, bon, Ayou a pu dépanner, Hassan Kouta a marqué des buts importants dans la quête du maintien, mais Le Havre a toujours eu du mal, je trouve, à avoir son numéro 9. Et bon, tu peux avoir des joueurs qui peuvent essayer de temps en temps, mais au global, c'est quand même compliqué pour les Havrais d'avoir ce 9, ce target man, quoi. Donc, voilà, quoi. Je rigole, c'est top de parler tous les matchs. Ah voilà, bah merci mon gars Thibaut. Désolé, je pensais que c'était premier degré, mais je peux comprendre. Après, je vous le dis, hein, c'est l'audience qui veut. Les gens, des fois, ils veulent pas qu'on parle de toutes les équipes. Ils viennent pour picorer. Hein. Finalement, c'est aussi pour ça sur YouTube que je mets les timecodes. Les gens qui veulent juste avoir leur résumé du match de Rennes, bah, je le mets parce qu'il y en a qui n'ont pas besoin d'avoir mon avis sur toute la Ligue 1. Et moi, je m'en contente. Hein, t'inquiète, hein, ça me bat. Hein. Angers-Lorient, le dernier match. Victoire d'Angers 2-0 contre Lorient. Un match qui était évidemment fondamental. Ça se suit de près, ça se chevauche au niveau du classement. Et Angers a fait une très belle opération parce qu'Angers est une vraie bonne équipe de ce championnat des mal classés. Je dirais même la meilleure équipe finalement de ce championnat des équipes qui essayent de ne pas descendre. Et vraiment, j'aime beaucoup ce que propose Hervé Kofi, qui encore une fois été décisif. Devant Amin Zbaï, qui a fait vivre un véritable calvaire au couloir droit l'orienté, surtout Bamomeité, qui a vraiment énormément souffert. Amin Zbaï, le mec qui est arrivé il y a 2 semaines, voilà, parce qu'on sait que Angers a pu récupérer un peu de liquidité avec les droits télé. On a parlé du transfert de Le Paul, et ils avaient besoin d'un profil offensif supplémentaire, ça manquait quand même. Et en vrai, Zbaï fait beaucoup de bien. Et je trouve vraiment que Angers, déjà qu'il y a eu ce match contre Strasbourg, ils sont passés à côté, ok, mais sinon au global, la structure d'équipe était bonne, mais il leur manquait du talent devant. Et là, le talent devant, il est parti à Rennes pour 15 millions d'euros. Donc, tu te dis que tu sors de la zone rouge, alors que tu n'as pas pu recruter, que tu as eu les Labo Lascari Mounier qui ont été bloqués par la DNCG, que tu as perdu ton potentiel meilleur buteur, que tu as une équipe... c'est vrai que sur le papier, ça fait flipper. Et finalement, tu montes des choses dans le jeu. Comptablement, t'es pas à la place de Metz. Et c'est vrai que ce SCO-là, je vous le dis, ils méritent de se maintenir. S'ils le font pas, c'est dur pour le club, mais ce sera pas grave parce qu'on pourra pas leur en vouloir quand on regarde encore une fois ce qui se passe dans cette équipe. Niveau qualité individuelle, mais collectivement, du jeu, je vois cette structure d'équipe, je vois ça, et c'est pas mal. Franchement, cet Angers-là, pour moi, il faut pas qu'il se décourage. Et c'est ce qu'ils ont fait après la défaite 5-0 contre Strasbourg, parce que quelques jours après, ils accrochaient Monaco. C'est ne pas tomber, ne pas s'effondrer si tu as des claques. Des claques, je pense que tu en reprendras cette saison. Tu vas avoir des gros morceaux, tu vas avoir des équipes où ça va être dur. Mais par contre, dans certains matchs, tu peux aller essayer. Des équipes comme ça, t'as porté Lorient. De temps en temps, tu peux te faire plaisir contre Monaco. Et cette équipe, franchement, le scope, beaucoup de respect, chapeau à eux. Je vais pas dire que ça travaille bien, parce que finalement, on n'a pas pu voir aussi beaucoup de choses au niveau du scouting, de recrutement. On a vu Louis Mouton arriver, Kofi. J'aurais été curieux de voir cette équipe avec Mounier et Labo Lascari, parce que je pense qu'offensivement, ça aurait été quand même un peu mieux. Mais par rapport au matériel, par rapport au contexte, chapeau du jeu, quoi. Les mecs, ils vont réussir à aller te chercher un maintien. Peut-être avec ça, et il faudra voir si ils arrivent à mettre un petit peu la tête hors de l'eau cet hiver, hein. Si cet hiver Angers peut recruter, si tu as des mecs qui arrivent et qui s'incorporent dans un groupe qui vit bien et une équipe qui n'est pas larguée,
Non, c'est vrai que ça mériterait d'aller chercher son classement. Merci beaucoup Ben Smile pour ton petit message. Merci, ça fait super plaisir, l'ami, de pouvoir lire ça. Parce qu'en plus, côté l'orienté, t'as Tosin qui rate un penalty, t'as Pagis qui sort assez tôt, qui était assez dépité, j'ai vu sur sa sortie. T'as Kouassi qui a pas eu son influence habituelle. C'était dur, hein, même défensivement, tu souffres encore et toujours. Je sais qu'il y a pas mal de supporters qui réclamaient en plus que Binguro Kamara passe devant Mvogo. Bah, finalement, Mvogo est toujours là. Donc, Lorient a plus d'attaquants, a plus de choses, par exemple, que Metz. Mais pour moi, Lorient, ça va être dur, hein, quand même tout le reste de la saison. Ils ont eu des scénarios un peu fous. Et pour prendre des points, et tant mieux pour eux, le 4-0 contre Rennes à 11 contre 9, le match à 11 contre 10 contre Monaco, le 3-1. Mais au global, ça va être quand même dur pour eux. Après, voilà, il y a d'autres équipes qui n'ont pas un bilan comptable incroyable, donc non, Lorient ne sera pas décroché. Mais attention, parce que là, tu affrontes Paris, Lens et Toulouse avant la trêve. Ouais, ce que je veux dire, hein, c'est compliqué. On a vraiment des bons jeunes joueurs qui arrivent à Angers. Ouais, c'est vrai que côté Angevin, c'est bien ce qu'on voit, parce que finalement, c'est un contexte qui peut être assez casse-gueule pour des jeunes joueurs, dans le sens où bah, tu as des opportunités de temps de jeu, t'en as qui peuvent se montrer, t'en as d'autres qui peuvent ne pas réussir à décoller. T'es lancé sans filet, quoi. On a besoin de toi parce que finalement, on n'a pas d'autres joueurs, et tu progresses beaucoup plus vite que prévu. Enfin, tu as du temps de jeu, alors que tu es peut-être programmé pour être le troisième, quatrième homme, que ce soit Sheriff ou Peter Prosper, et d'autres joueurs, hein, comme Belkidim, comme Marius Kourkoul, mais au moins, ils ont des opportunités que d'autres ne peuvent pas avoir dans certains clubs, et c'est hyper formateur, et tu progresses à vitesse grand V, et j'ai l'impression que c'est ça, quoi. Je vois des trucs chez Sheriff et Prosper qui sont pas mal, ouais. Depuis qu'il y a un centre de formation, Angers a vraiment investi en formation. Non, mais Angers a sorti quelques joueurs, hein, de mémoire, t'en as eu. Hein. Je me demande si Nicolas Pépé, il vient pas de là-bas. Nicolas Pépé, Stade Poitvin, il est plutôt... Ouais, il arrive à 18 ans, donc il est peut-être plutôt post-formé, Nicolas Pépé. Mais non, c'est vrai que pour ces jeunes-là, t'en as, quoi. Pépé, Aït Nouri, Bouffal, Mohamed Ali Chaud. C'est vrai que Mohamed Ali Chaud, Mbemo. Ah, t'en as du beau moment. Hein. T'en as des joueurs quand même sympathiques, quoi. Je sais que Transfermarkt, de mémoire, il te sort les joueurs formés au club. Saïd Benrahma, Naïd Bentaleb, Anthony Modeste, la terreur de Bundesliga. Ah non, t'en as quand même, hein, des joueurs, tu te dis, t'as quand même du petit vécu qui est pas dégueu, quoi. Donc, c'est vrai que dans ce sens, pour eux, ça peut peut-être leur servir de déclic, quoi. Nicolas Pépé le considère. Yohan Wissa, Rana Nouri, Raymond Coppa, la légende, Étienne Capou, Jonathan Bamba, Fauzi Goulam, Jeffrey Adelaide, Ulrich Ramé, merci tonton. Jean-Matteo Baoya, quand même, qui est en train de faire de bonnes choses à Francfort. T'as Toko Ekambi, t'as Santa Maria, t'as Ludo Ajorque, merci pour le Dzeko de la Réunion. Bouffal, Unai, Amadou, Alicho, Fujini, Le Paul. Bon, Le Paul, c'est... En fait, je pense que t'as plus d'équipes réserves. On va dire que des fois, t'as des mecs réservistes qui mettent dedans. Mais bon, t'as du beau monde, quoi. Ouais, Santa Maria, c'est tour. Je pense que là, Transfermarkt, hein, ils ont fait un gros pêle-mêle. Hein. Limite, ils ont mis tous les joueurs de Ligue 1 qui ont été formés à Angers. C'est une belle fête, quoi. Jeff Renaïd Aline, malheureusement, il joue au foot, mais il s'est encore fait une grave blessure. Lui qui est parti à Héraclès, aux Pays-Bas. Et ouais, 27 ans, il s'est fait une blessure assez vilaine. Donc, c'est dur pour lui, quoi. Les amis, on y va sur la traditionnelle équipe type de Ligue 1. Bon là évidemment 11 Ligue 1 J9, là il y a beaucoup de joueurs à mettre, beaucoup de défenseurs centraux. Ça va être intéressant de voir la compo qu'on va adopter. Je commence avec Taylor Tati, évidemment. Je mets Baïdou obligatoire dans cette équipe. Je pense qu'on va peut-être partir sur une défense à 3. On va essayer peut-être un 3-4-3, ouais. Bon, Hakimi là c'est obligatoire. On va mettre Vitinha juste à côté. C'est également obligatoire. On va mettre le bon vieux Salissou derrière. Le gardien, t'as Diouf, t'as Kofi.
T'as Diouf, t'as Kofi. C'est pas évident à trouver. Parce que Diouf, il te fait cet arrêt à la fin. Mais Kofi, il fait quelque chose. C'est vrai qu'il n'y a qu'à mérité. Bah, Kofi, t'as un clean sheet, t'as un penalty. Allez, je pense qu'on peut mettre le bon vieux Hervé Kofi là-dessus. Je vais mettre Peter. J'aime de plus en plus ce petit jeune. Sheriff aussi, hein, mais je pense que Peter, c'est bien de le mettre en avant. Genre comme ça, bah, en vrai, je vais mettre aussi les offensifs lillois, hein, parce que quand on met 6, c'est quand même que t'as été très chaud. On va mettre Fernandez Pardo également, qui a été double passeur ce soir. Ah, t'as Ablin. Ah, c'est vrai que j'ai Ablin. Ah, Ablin, il a mis un but. Bon, on va faire un truc. On va trouver une formule adaptée, les gars. C'est du hurrah football. Hein. Je pense que vous m'avez compris. Ça va pas être simple de trouver un autre milieu de terrain. Morton a fait une... C'est vrai que Pavard, il a fait une perfect story. T'as Thomasson qui a été bon. T'as Morton. T'as Klose aussi. Ouais, c'est vrai que Klose, il est impliqué sur 2 buts. J'ai pas de j'ai pas de Niçois. C'est pas mal. Bah, j'ai pensé à Thomasson. Quand je te dis Sangari, il fait un bon match, mais peut-être un tout petit cran en dessous. Ou sinon, je mets Morton, qui a quand même été pas mal. Ça joue entre Klose et... Allez, on va peut-être mettre Morton, allez, pour avoir au moins 2 milieux. Mais en vrai, le double pivot Vitinha-Morton, c'est football. Hervé Kofi au cage, Salissou, Tati, Baïdou en défense centrale, Hakimi, Vitinha, Morton, Félix Correa pour servir Abin, Peter Prosper et Mathias Fernandez-Pardo. On va s'arrêter là pour ce soir. Merci à tous de m'avoir suivi. C'était un gros plaisir de faire ce bon gros débrief Ligue 1. N'hésitez pas à vous abonner comme toujours, mettre des commentaires, des likes, des étoiles sur YouTube, les podcasts, le COP de Scipion. On se retrouve demain sur Hors-Jeu. Quelqu'un m'a dit est-ce que tu peux parler des gros qui déçoivent en Angleterre, tout ça. Les coups de cœur en Europe, ce sera pour demain hors-jeu. Mais moi, je vous souhaite évidemment une très belle soirée, une bonne nuit, une excellente semaine. On se voit du coup demain sur hors-jeu et mercredi pour l'incroyable double multiplex Ligue 1. On va en prendre plein les yeux. Salut à tous, à très vite les amis.